announce the President of the Republic of Ghana, His Excellency Nana Akufo-Addo, please. Bonjour à tous. Déjà, la joie de vous revoir après un an et demi fait par la pandémie, un an de difficultés, un an de doutes, un an d'épreuves. Mais le bonheur de vous retrouver ici si nombreux, nous aurions aimé être davantage, mais en raison de la situation sanitaire, nous ne pouvons faire davantage. Alors j'aimerais tout d'abord dire quelques mots de gratitude. Merci au premier questeur de l'Assemblée nationale, Florent Bachelier, de nous accueillir dans la salle Victor Hugo. Merci à tonton Georges Haddad, ancien président de l'université, qui est là. Un grand merci à madame l'ambassadeur Anna Bosman d'avoir permis à cet événement de se tenir. Et surtout, un merci infini à son Excellence, le président de la République du Ghana, pour être pour la première fois venir qu'un président se déplace pour un moment d'éloquence et d'élévation de l'esprit. Ce n'est jamais arrivé. Alors beaucoup m'ont demandé pourquoi le procès du progrès. Déjà, sans entamer les débats, qu'est-ce que nous entendons par le progrès? Est-ce seulement les avancées de la médecine? Est-ce seulement des comptes bancaires bien remplis? Est-ce l'intelligence aussi? Est-ce les valeurs? Est-ce la culture? Et comment croire au progrès lorsqu'on voit que l'essentiel des richesses de ce monde sont utilisées pour des armes? Comment croire au progrès lorsque, aujourd'hui encore, certaines personnes méprisent d'autres en raison de leur couleur de peau et non de l'intensité de leur âme? Comment croire au progrès lorsqu'il y a tant de souffrance? Mais comment ne pas croire au progrès lorsqu'un président de la République accepte de se déplacer pour la joie de penser, pour la joie de transmettre, pour la joie d'aimer? Comment ne pas croire au progrès lorsque la science sauve nos parents, sauve nos amis, lorsque les réflexions rendent le monde meilleur? Je crois que ce sont les idées qui font avancer le monde. L'argent, les choses matérielles suivent les idées. Et c'est pour ça que je suis honoré que le président de la République du Ghana, qui est un des plus grands présidents d'Afrique, et un des plus grands présidents que j'ai eu le bonheur de voir par toutes ces valeurs, mais nous aurons l'occasion de revenir dessus un peu plus tard dans la soirée. Et donc, pour le progrès, je vous souhaite l'espérance, je vous souhaite l'amour, qu'il soit fécond, que nous réfléchissions, que nous nous aimions, et que de cette étreinte éternelle ne reste que des étincelles de vie. Je vous remercie. Le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, a eu un empêchement de dernière minute et il est extrêmement désolé de ne pas pouvoir être là, mais il a fait un mot évidemment pour saluer la présence exceptionnelle du président de la République et un mot pour l'assistance. Et je vous remercie de l'écouter et nous commencerons l'événement immédiatement après. Monsieur le Président de la République du Ghana, Président du Grand Jury, Votre Excellence Nana Akufo-Addo, Madame la Ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances, chère Elisabeth Moreno, Monsieur le Premier questeur, cher Florian Bachelier, Messieurs les bâtonniers, Mesdames et Messieurs les membres du jury, Mesdames, Messieurs, c'est autant un plaisir qu'un honneur d'accueillir dans cette maison votre festival d'éloquence, si éloquemment défendu par Florian Bachelier. Je le remercie d'avoir associé notre institution parlementaire à cet événement culturel dont je salue à la fois l'ambition et la portée. L'Assemblée nationale n'est pas une institution qui juge. Le principe de la séparation des pouvoirs s'y oppose. C'est en revanche une institution qui délibère et où l'art oratoire est depuis toujours à l'honneur. Athéna est tout à la fois déesse de la démocratie, de la sagesse et de l'éloquence. Et ce n'est pas un hasard si chaque fois que je me rends dans l'hémicycle pour présider la séance, le parcours rituel me fait passer devant
sa majestueuse statue de bronze. Cette année, les orateurs vont s'affronter sur une controverse en apparence philosophique, mais d'une brûlante actualité puisqu'ils feront le procès du progrès. Clin d'œil de l'histoire, réquisitoire et plaidoirie vont retentir dans cette salle qui porte le nom d'un homme de progrès, Victor Hugo, qui au début de la Troisième République écrivait ceci: « Remplaçons les commotions par les concessions, c'est ainsi que la civilisation avance. Le progrès n'est autre chose que la révolution faite à l'amiable. » Alors, révolutionner pacifiquement, progresser collectivement et sans rupture dramatique de l'unité nationale, c'est en effet tout le propos, le pari même, des assemblées parlementaires. Leur organisation, leur fonctionnement vise à canaliser les forces politiques et sociales pour qu'elles s'affrontent par la parole, par les mots, plutôt que par des violences. En cela, le parlementarisme lui-même constitua un progrès dans cette lutte libératrice qu'un contemporain de Victor Hugo, Jules Michelet, en préface à son Histoire de France, résumait en ces termes: « Dans le progrès humain, la part essentielle est à la force vive qu'on appelle l'homme. L'homme est son propre Prométhée. » Chez ces auteurs du XIXe siècle, héritiers revendiqués de Descartes, des Lumières et de la Révolution, le progrès avec un grand P, un P majuscule, représentait l'une des notions essentielles de la modernité. Il annonçait par une accumulation continue de connaissances le bien-être croissant de l'humanité dont il accompagnait l'émancipation. Pour eux, le progrès signifiait que l'homme pouvait conquérir une véritable autonomie au lieu d'être soumis au déterminisme de la nature. Progrès, culture et liberté avaient ainsi partie liée, donnant lieu à l'optimisme sans faille de ce que nous appelons aujourd'hui la Belle Époque. Ainsi, les progrès de l'aviation furent d'abord interprétés comme le prélude à la fin des frontières et à l'amitié entre les peuples, jusqu'au premier bombardement aérien en 1914. 2 guerres mondiales, durant lesquelles toutes les ressources de la technique et de la science ont agi à des fins destructrices et meurtrières, ont remis en question cette religion civile du progrès. Ajoutez à cela les accidents industriels, pétroliers ou nucléaires, la pollution des sols et des eaux. Le potentiel autodestructeur de l'homme a conduit des penseurs comme Ulrich Beck à théoriser la société du risque. Aujourd'hui, l'idée de progrès apparaît donc dans toute son ambivalence. Elle a permis d'éduquer des générations entières et de sauver des vies, mais elle a servi à justifier le colonialisme et à tuer en masse. A-t-elle aussi conduit à l'épuisement des ressources naturelles, ou bien sauvera-t-elle l'humanité des périls que causera le changement climatique? Faire le procès du progrès, c'est en quelque sorte demander à l'humanité de comparaître pour répondre de ses erreurs, de ses illusions, mais aussi de ses espoirs et de ses idéaux. Une bonne justice n'est pas toujours une justice qui punit. Elle peut montrer de la mansuétude et s'en m'immiscer davantage dans les délibérations. Je plaiderai pour ma part en faveur d'un sursis ou d'une probation qui donnerait au progrès l'opportunité de réparer ses dérives. Je vous remercie. Sans plus attendre, nous allons faire le procès du progrès. Alors avant de faire le procès du progrès, présentons le grand jury surdimensionnel qui est ici ce soir. J'ai moi-même du mal à y croire. Et jusqu'à ce que je vois le président du Ghana avancer, je ne pensais pas qu'il viendrait, même s'il me l'avait confirmé. Et donc je vais présenter très brièvement chaque membre du grand jury. Déjà mon ami Florent Bachelier, premier questeur de l'Assemblée nationale.
Catherine Goliot, journaliste, éditrice du Point. Et c'est à elle que nous devons un bon nombre des hors-série Le Point. Pour ceux qui ont le goût de l'intelligence, ils la connaissent assurément. Louise Contana Merci, généticien, chaire de la génétique évolutive à l'Institut Pasteur et au Collège de France, un des plus grands généticiens que nous avons ici en France et qui nous dira tout à l'heure. Yvonne Betkober, qui est la directrice générale d'Amazon Web Services en Suisse. Jean-Pierre Clamadieu, qui est le président du groupe Engie, aussi président de l'Opéra, et que vous connaissez tous. Gérald Bronner, qui est sociologue et dans l'actualité brûlante, puisqu'il a été chargé par le président de la République, Emmanuel Macron, de réfléchir sur la désinformation et sur les fake news. Et Madame Mercedes Hera, qui est une entrepreneuse de qualité, qui a fondé le groupe BETC et qui dirige également Avast Worldwide. Et enfin, évidemment, on ne le présente pas, on ne le dit pas, Son Excellence, le président de la République du Ghana, Nana Akufo-Addo. Alors, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Prométhée, qui sera incarné par Bertrand Perrier, qui fera peut-être écho au discours du président Richard Ferrand, bien que nous n'en ayons rien entendu. Et donc, je vais laisser Bertrand Perrier se lever et venir parler. Je prierai à chacun des intervenants d'être fécond, d'être puissant, mais d'être bref. Et donc, ça vaut pour tous les intervenants. Et je me permettrai d'interrompre sans aucune pitié les intervenants trop gourmands en prenant le sabre du président Nana Akufo-Addo. Et donc, aucun d'entre vous, évidemment, ne pourrait dire quelque chose. Mon cher Bertrand Perrier, tu as la parole. Mesdames et messieurs, vous voyez d'emblée que chez Pascal Galli, la brièveté n'exclut pas la fécondité, puisque sur ces jeux de purgation, on doit être à la fois l'un et l'autre, ce qui me rassure pour les soirs où je ne suis pas très en forme et où je m'efforce d'être bref mais fécond, ce qui est ma situation ce soir. Vous aurez d'ailleurs conçu que cette soirée est tournée autour de la libido de Pascal Galli, qui arrive et qui immédiatement se déshabille publiquement, alors même que le président de la République du Ghana est là, mais il se déshabille devant un président, parce que tout ça, pour Pascal Galli, c'est de l'amitié, c'est de l'amour, c'est de l'éloquence, et même quand il se déshabille en public, il le fait avec cette élégance également féconde qui le caractérise. Alors, peut-être vous souvenez-vous, mes chers amis, qu'il y a 2 ans, très exactement, qu'est-ce que tu veux? Et ça traduit. Ah, pardon. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, mes amis, nous étions à la Sorbonne. Et Pascal Galli avait imaginé, dans sa folie furieuse, d'organiser le procès de Dieu. J'avais alors le rôle de séraphin de Dieu et je vous avais dit, membres du grand jury, qui n'étiez pas les mêmes, mais qui par fonction êtes les prédécesseurs de vos successeurs, j'avais dit l'imprudence de cette cause. Et j'avais dit la colère de Dieu qui m'avait envoyé mandaté et non pas honoré, ce qui est pour un avocat est désagréable, mais un client gratuit est tout de même un client. Et Dieu m'avait envoyé pour vous dire son courroux à l'égard de ce procès qui lui était fait en Sorbonne. Vous ne m'avez pas écouté, vous avez préféré écouter Christian Charrière, ce que je peux comprendre. Moi aussi, de temps en temps, je me laisse éblouir par Christian Charrière, et vous avez condamné Dieu. Force est de constater que Dieu s'est immédiatement vengé. Et 3 mois plus tard, s'abattait sur le monde une pandémie dont nous sommes encore les héritiers. Alors, on a accusé des chauves-souris et des pangolins. Pas du tout. Le coupable, c'est Pascal Galli. Et donc,
Depuis 2 ans, on se demande pourquoi le patient zéro, pourquoi les masques, pourquoi les jeux de société, pourquoi est-ce qu'on a été obligé de voir notre compagne ou notre compagnon pendant 3 mois sont discontinués, pourquoi est-ce qu'on le supporte plus, pourquoi le divorce post-Covid, pourquoi les vaccins, pourquoi Didier Raoult? Pourquoi Didier Raoult? Parce que Pascal Galli. Et donc, voyez-vous, et vous n'avez donc pas tenu leçon de ce qui s'est passé il y a 2 ans, et il recommence. Parce qu'il y a, chez Pascal Galli, une forme de récidive. C'est-à-dire qu'il n'est pas seulement content de nous avoir fait connaître l'enfer pendant 2 ans, on en sort à peine, et tac, comme il voit qu'on en sort peut-être, et bien il nous réorganise un nouveau procès, et je ne sais pas ce qui va arriver dans 3 mois, l'élection présidentielle sans doute, et vous voyez, c'est la double peine. C'est-à-dire qu'il vous a fait Dieu, et maintenant il vous fait le progrès. Et alors là, que dire, si ce n'est la consternation? Enfin, pardonnez-moi, monsieur le président de la République, vous êtes venu de loin, etc. Le procès du progrès, le procès du bien-être, le procès du bonheur, qui fait ça? Qui fait le procès du progrès? Je veux bien que Dieu, d'ailleurs, et alors j'observe donc que entre le séraphin de Dieu et en 2 ans, je suis devenu Prométhée. Prométhée quoi, j'en sais rien, mais je suis Prométhée. Oui, parce que quand j'ai pas d'idée, je fais des calembours. Donc, je suis aujourd'hui Prométhée, et donc je suis condamné par Dieu, ayant volé le feu pour le donner aux hommes. Je suis condamné à être attaché à un rocher pour qu'un aigle me bouffe le foie pendant l'éternité. Je veux dire, la méchanceté de Galli. Je viens gratuitement, vous aussi d'ailleurs, et pourquoi? Pour admirer un type qui n'a non seulement rien à dire, ce qui venant d'un avocat n'est pas très grave, mais qui en plus se prépare à se faire bouffer le foie par des aigles qui donc, en me bouffant le foie, deviendront eux-mêmes diabétiques, ce qui fait que cette soirée n'a définitivement aucun sens. Alors, évidemment, pourquoi Prométhée? Alors, je ne sais pas si Pascal Galli me préfère Prométhée enchaîné ou Prométhée déchaîné. Toujours est-il que dans le programme de cette soirée, tel qu'il nous a été envoyé, probablement à vous également, le moment que j'assure actuellement est intitulé « Exhibition improvisée ». C'est vous dire la vacuité de la vie personnelle de Pascal Galli qui me propose de m'exhiber devant vous. Vous me voyez habillé, personne n'a envie ici que je m'exhibe. Donc, Pascal Galli est quasi marié, et pour autant, il me propose de m'exhiber. Je trouve ça un peu étonnant. Alors, pourquoi ce procès du progrès? Le progrès ne vous a rien demandé, et le procès du progrès est évidemment un non-sens. Et je vous le redis, mais comme je vous l'avais dit, pour Dieu, ce procès est une erreur grave. Enfin, Pascal, c'est terrible. Perseverare diabolicum, la récidive est diabolique. Et d'ailleurs, elle vaut double en droit pénal français. Et donc, tu seras condamné double, et 2 aigles viendront te bouffer le foie quand, enfin, j'aurai été libéré, puisque, comme vous le savez, Hercule a fini par libérer Prométhée et à lui conférer l'éternité, ce qui va nous faire un bail ensemble, les amis. On en a pour l'éternité, ça va être vraiment très, très sympa. On va être là pour l'éternité, pour deviser sur le progrès. Alors, un mot tout de même pour dire sur le progrès, avant que Pascal ne me coupe, parce que de toute façon, je ne sais pas, moi, j'ai vocation à être l'apéritif, une fois de plus, dans cette soirée, donc voilà, je passe, je fais caramel, bonbon et chocolat, après je m'en vais. Alors, honnêtement, je crois qu'il y a évidemment un malentendu. Ce qui est propre à poser des difficultés, c'est pas le progrès. L'innovation, bien sûr, la modernité, sans doute, le changement, même s'il est en marche, peut avoir ses revers, bien sûr, ou ses lenteurs. Mais le progrès, c'est une valeur, c'est un épanouissement de l'homme. Faire le procès du progrès est donc, par hypothèse, un non-sens. Évidemment, le progrès a permis 1000 améliorations de la vie des hommes. Quel est ce Pascal Galli qui fait le procès du progrès, laissant ainsi entendre qu'on pourrait préférer aujourd'hui la cotte de maille plutôt que le costume super 100,
qui nous laisserait à penser qu'on pourrait préférer les saignées plutôt que les antibiotiques, ou le communisme plutôt que la liberté. Bon, donc il y a déjà là un non-sens diachronique dans l'histoire. Alors, je ne nie pas que parfois, c'est vrai, la foi dans le progrès, c'est-à-dire la foi dans la perfectibilité de l'être humain, m'abandonne quand j'allume la télévision. Et là, je me dis effectivement que l'esprit qui a été l'esprit de la France, qui a nourri le monde de son intelligence, de ses lumières, eh bien, tout cela est parfois menacé. Je me dis que les progrès que nous avons pu faire, qui ont fait de l'homme le maître et le possesseur de la nature, qui ont fait que nous avons objectivement des vies meilleures, qui fait que nous avons réduit les distances avec nos proches, et que même pendant le confinement, nous étions avec eux, qui fait que nous vivons plus longtemps, ce qui est un bonheur, parce que nous voyons nos enfants, pour ceux qui en ont, nos petits-enfants, pour ceux qui en ont, et finalement, la vie est incontestablement meilleure du fait du progrès. Et qui envisagerait de revenir en arrière? Qui alors qu'il me fait des signes désespérés en disant que je n'ai pas fini, Pascal. Je suis venu, je vais bientôt partir, ne t'en fais pas. J'ai forcé Gérald Bronner à mettre une cravate, il n'en peut plus, il n'en met jamais que quand il voit Macron. Je sais que ça ne correspond pas à son habitus. Il est là, il étouffe, il est comme ça il va pas bien. Donc, mais c'est pas grave, il y a un service de sécurité qui va venir. Là, il est tout rouge, il n'en peut plus, il grimpe dans les tours et dans la. Enfin, vraiment. Donc, tout ça pour dire que vous avez choisi ce thème du progrès qui évidemment est un non-sens parce que ça n'est pas le progrès. Le progrès est évidemment en soi et par hypothèse une vertu qui n'a pas. Après, chacun voit le progrès, bien sûr, à son aune et à l'aune de ses propres valeurs, mais faire le progrès du non-sens est évidemment un non-sens. Et ce que je voudrais vous dire pour terminer, évidemment, parce que ça reste un festival de culture et d'éloquence. Quelle merveille! Quelle merveille, une fois de plus, d'être accueilli ici, dans un temple de l'éloquence, où tant de progrès, précisément, ont été réalisés par l'éloquence, par la parole. C'est la parole qui, dans cette assemblée, a permis l'abolition de la peine de mort, a permis que l'IVG ne soit plus pénalisée, a permis la dépénalisation de l'homosexualité. C'est vous dire que c'est ici, et par la parole, que se joue le progrès humain. Parce que le progrès, bien sûr, il s'incarne aussi dans ces réformes décisives. Et quel bonheur d'être dans cette enceinte, d'être accueilli dans cette enceinte où le progrès se joue par les grands moments d'éloquence qui ont ponctué notre République et qui, encore aujourd'hui, restent à accomplir, car le progrès est une flèche. Le progrès ne se termine jamais. Bien sûr qu'il y a un progrès cyclique, bien sûr qu'il y a des moments d'aller-retour, bien sûr qu'il y a des périodes où le progrès apparaît moins aux yeux de chacun qu'à d'autres périodes, mais il faut toujours y croire. Il faut toujours y croire envers et contre tout. Parfois, il y a des obscurantismes, parfois, il y a des reculs. Parfois, on se dit, et notamment dans la question de la liberté d'expression, qui nous préoccupe évidemment aujourd'hui, nous qui sommes si attachés à la liberté de la parole, bien sûr qu'il y a des moments où on arriverait à douter du progrès, à douter de sa possibilité, mais jamais à douter de son espérance. Et donc, véritablement, bien sûr qu'aujourd'hui, la liberté d'expression est attaquée de toutes parts. Bien sûr qu'il faut la défendre pied à pied. Bien sûr que ce sont nos petits renoncements. Bien sûr que ce sont nos petites lâchetés qui font les grandes censures. Bien sûr que tout cela, et cette soirée y contribuera bien sûr à libérer la parole. Et bien sûr, nous allons écouter les vrais orateurs de cette soirée, qui sont Robert Dessous et Christian Charrière-Bournazel. Un dernier mot pour vous dire à quel point je suis heureux de partager cette soirée avec vous, parce qu'elle est autour d'une thématique qui est aussi celle à laquelle contribuent les avocats. Et les avocats savent à quel point les progrès, la défense, les progrès des droits humains passent aussi par la parole. Et aujourd'hui, je veux vous inviter, et cette soirée en a le symbole, à continuer à défendre ce progrès. On n'arrête pas le progrès. Faites en sorte que cette maxime demeure véridique. Et faites en sorte que, un jour, quand je ne serai plus là, quand nous ne serons plus là, ces vertus du progrès demeurent, qu'elles soient éternelles, parce qu'elles sont consubstantielles à notre histoire. Un vœu pour terminer, éternellement, et pour le progrès, laissez les lumières allumées. Alors, merci beaucoup, mon cher Bertrand. Comme je t'avais demandé, tu as été bref et fécond. À défaut d'avoir été bref, tu as été fécond. Et je ne t'ai jamais vu aussi
aussi engagé. Et j'ai vu que ce sujet te tenait à cœur et tu as parlé avec le cœur, pas juste pour nous faire rire, mais pour nous toucher. Et sache que je vois ça comme une marque d'estime et une délicatesse qui me touche. Alors sans plus tarder, nous allons commencer avec les témoins du progrès, puisque Bertrand Perrier était un peu long, je vais devoir raboter sur les autres. Donc maintenant, nous allons avoir deux scientifiques extraordinaires. Le professeur Étienne Klein, qui est un grand physicien, qui va vous parler des choses, des atomes, de la lumière noire, des choses que nous ne comprenons pas. Je ne sais pas ce qu'il va dire, mais il vous ébaudira. Et le docteur Pascal Pic, qui est un paléanthropologue. Donc nous n'en voyons plus aujourd'hui, c'est une espèce presque disparue. J'ai déjà le chercher dans les confins de l'Antarctique, mais j'ai réussi à le trouver. Et donc, chacun va venir à la tribune, faire une intervention de 5 minutes. 5 minutes qui vont être suivies de questions-réponses du bâtonnier Christian Charbounazel et du bâtonnier Robert Dossou, qui poseront chacun une question au docteur Pascal Pic d'abord et ensuite au docteur Étienne Klein. Donc une question, pas plus, ils vous répondront et ensuite nous poursuivrons le procès. Donc je demande à docteur Pascal Pic de venir à la tribune. Merci Pascal Galli, merci pour cette invitation, son Excellence le Président du Ghana, heureux d'être là et heureux de vous faire découvrir qu'un paléanthropologue, ça existe et ça parle. Alors, en tant que paléanthropologue, évidemment, ce qui veut dire paléo-ancien, anthropos l'homme, logos sa connaissance, donc toutes les sciences qui s'associent à cette grande question, d'où venons-nous? Et il est vrai que les sciences ont apporté une réponse particulière, un ensemble de réponses dans le cadre des théories donc, de l'évolution. Alors, après ce beau plaidoyer qu'on a entendu pour le progrès, je vais certainement être un peu plus à charge en tant que témoin, mais néanmoins pas contre l'idée de progrès. Je vous rassure tout de suite, je ne vais pas sombrer dans l'ambiance boboisante actuelle qui nous dit qu'il faut retourner à l'état du bon sauvage, parfaitement en équilibre avec la nature. D'ailleurs, notre ami philosophe André Consponville me disait, tu sais, il y a cette histoire quand même étonnante. Tu as 3 gars qui sont au milieu du paléolithique, donc on va dire il y a 40 millions d'années, enfin 40 000 ans, pardon. Et ils se disent, écoutez, c'est quand même bizarre, les gars. On mange bien, on mange naturellement, on est au grand air, on ne pollue pas, et pourtant, on a une espérance de vie de 26 ans. Donc, que s'est-il passé? Alors, évidemment, comme je suis un évolutionniste, je vais tout de suite aborder le sujet au travers des théories de l'évolution, et c'est le même sujet en fait, parce qu'au XIXe siècle, je n'irai pas aller sur des considérations plus anciennes en termes de progrès, comme en religion ou en philosophie, ce n'est pas mon sujet, mais il y en a évidemment des progrès. Mais au XIXe siècle, les théories de l'évolution et l'idée de progrès sont complètement consubstantielles. D'ailleurs, les termes se juxtaposent ou alors se confondent les uns les autres. Il est troublant d'ailleurs de constater que les termes de progrès comme d'évolution font partie des termes les plus usités et avec le plus grand nombre de contradictions, d'incompréhensions et souvent de biais, pour employer un terme moderne. Alors le XIXe siècle, c'est évidemment le siècle du progrès. Après le XVIIIe siècle, c'est l'idée que les sociétés occidentales vont mettre en œuvre par les sciences et les techniques, mais bien sûr, ça a été dit, par la démocratie, par la philosophie, par les humanités au sens large, bien sûr la littérature, on a évoqué Victor Hugo, donc cette grande idée de progrès. Et l'idée d'évolution va arriver là-dessus, et de ce fait, il va y avoir une extraordinaire convergence d'idées, voire même un carcan qui va tout placer dans le même moule, que ce soit l'histoire des religions, que ce soit l'histoire des sociétés, que ce soit l'histoire des espèces, que ce soit l'histoire de l'évolution de la lignée humaine. L'idée que forcément ce qui était avant était moins bien qu'aujourd'hui, que demain sera forcément mieux. Alors cette vision qui donne une échelle évidemment qu'on appelle gradiste, pour être clair on va dire graduelle, de l'ensemble des événements qui ont précédé l'avènement de l'homme et l'histoire de l'homme, va avoir ses biais complètement idéologiques, soyons très clairs. Et de ce fait, vous imaginez bien qu'on parle de dégradation. C'est un terme qui nous vient du grand biologiste Buffon. Et l'idée de dégradation, c'est que l'homme est parfait et que dès qu'on va vers des espèces, ou d'autres cultures même, qui sont différentes, c'est forcément moins bien. Alors vous imaginez l'image qu'on a du Moyen-Âge, qui est traduite dans un film excellent et de haute qualité qui s'appelle Les Visiteurs. Et
dès que vous allez encore plus loin dans le passé, vous arrivez chez les hommes préhistoriques qui marchent voûtés, qui tiennent leurs femmes par les cheveux, qui leur tapent dessus et qui ont peur des grands prédateurs. Moi, je peux vous dire que dès que les tigres à dents de sabre ont vu arriver les hommes, ils se sont dit « Eh les gars, les embêtements commencent ». Donc, à partir de là, ces grandes idées de progrès, évidemment, a bousculé les grandes idées du 19e siècle. Et c'est intéressant de constater que Charles Darwin, qui n'a pas du tout trompé là-dedans, mais va être accaparé dans cette idéologie du progrès. Et l'idée est qu'effectivement, nous avons... J'ai déjà fini ? 1 minute. Ah bon ? 1 minute et demie. Oh, il est terrible, là. Il reste 1 minute et demie. Non, bah non, mais si on discute, je vais la perdre. Donc, ok, j'y vais. Donc, mais les conséquences, c'est qu'effectivement, on a tout calé comme cela, mais il y a eu un grand oubli. La grande idée de progrès, si vous cherchez une image de l'évolution de l'homme, mesdames, je vous défie de trouver une image de l'hominisation avec les femmes. On se demande où elles sont passées. Ce que j'appelle le complexe du dodo. Alors, c'est un autre film extrêmement célèbre qui s'appelle L'âge de glace. Il y a une chorégraphie avec les dodos, qui étaient des gros oiseaux de l'île Maurice. Puis voilà, et du coup, il y a 3 dodos qui disparaissent dans un geyser. Et les gars commencent à chanter, ils continuent. Puis, écoutez, on a un problème. On a perdu les 3 dernières femelles. Et c'est exactement ça. Toute l'évolution de la lignée humaine, on ne voit pas les femmes. Dès que vous voyez une reconstitution de l'outil, que ce soit le feu, les techniques avec les habits, les habitats, les âges de pierre, ensuite les agricultures, etc., c'est toujours un homme qui est représenté avec ses outils et pas du tout les femmes. Mais il y a autre chose qui est beaucoup plus grave, évidemment, c'est dans cette assemblée, la raciologie. D'un seul coup, les théories de l'évolution vont servir pour hiérarchiser. Et c'est là que j'arrive un petit peu à charge, puisque, en définitive, il y a eu bien sûr cette grande vision que le monde pouvait changer et s'améliorer, ça, on est bien d'accord, mais derrière cela, il y a eu une hiérarchisation entre les hommes et les femmes, entre les cultures, évidemment, entre elles, et évidemment vis-à-vis des espèces. Et c'est là qu'effectivement que le progrès a traîné comme fléau 3 grands problèmes de notre époque, qui sont évidemment le sexisme à l'échelle mondiale, qui sont évidemment le racisme ou l'exclusion, et également l'espécisme. Je ne les mets pas au même niveau, mais néanmoins, il y a eu cette grande idée d'une exclusion par rapport au standard qui était le monde occidental. Et pour autant, ayant dit cela, est-ce que l'Occident a tout faux? Non, certainement pas. Ça a été évoqué tout à l'heure, les grandes idées de démocratie, de droits de l'homme, d'humanisme, elles sont là. Mais le problème, c'est qu'on n'a regardé qu'à travers le filtre de notre culture, sans s'apercevoir qu'il y avait évidemment d'autres enjeux. Et pour conclure, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes rattrapés par cette idée de progrès, et le procès tombe bien d'une certaine manière, c'est qu'indéniablement, il y a eu de formidables avancées, ça a été dit, mais aujourd'hui, est-ce que peut se poser la question de savoir est-ce que l'idée de progrès, en tout cas la manière dont elle est mise en œuvre, en partie, a respecté ces 3 grandes valeurs qui sont au fronton de ce bâtiment et de tous nos bâtiments officiels, c'est-à-dire liberté, égalité, fraternité. Sur les libertés, ce n'est pas tout à fait évident. Sur l'égalité, il y a encore beaucoup à faire. Et la fraternité, encore beaucoup plus. Donc c'est à l'aune certainement de ces 3 grandes valeurs qu'il sera intéressant de juger, en tout cas d'apprécier ce qu'était le progrès, qui pourtant est une idée absolument essentielle dont on ne peut pas se débarrasser. Mais l'idée de progrès doit évoluer, parce que l'évolution s'est dissociée de l'idée de progrès dans son idéologie, et que très clairement, on le voit bien aujourd'hui, la nature se rappelle à nous, les diversités se rappellent à nous, et que très clairement, le vrai enjeu du progrès, me semble-t-il, en tant qu'anthropologue évolutionniste, et cette grande idée est celle-ci. Sommes-nous capables, évidemment, de faire que le progrès, injonction absolument nécessaire pour l'avenir de l'humanité, soit complètement universelle. Et vous savez, c'est quand même étonnant. C'était la grande intervention de Claude Lévi-Strauss devant l'UNESCO en 1971. Tout le monde avait été surpris parce qu'il dit, attention, chaque population humaine, chaque diversité est une expression du génie humain. Et il faut attendre 2005 pour qu'on ait une charte de l'UNESCO qui dit qu'en fait, aucune culture ne peut se prétendre universelle et imposer évidemment l'ensemble de ces valeurs sans qu'elles aient été discutées à l'aune du progrès et de l'avenir de l'humanité et imposées aux autres. Donc voilà où on en est, c'est vraiment là où nous en sommes. Et aujourd'hui, donc, je pense que le grand enjeu, c'est passer d'une grande vision du progrès qui a été trop discriminante et exclusive à une idée du progrès qui soit complètement inclusive, avec toute la diversité, qui concerne les hommes et les femmes de toutes les cultures, et évidemment les enjeux de la nature et des autres espèces. Merci.
Merci beaucoup, docteur. Alors, Madame la ministre, la République est en retard, mais pas à rebours. Je vous escorte. Et nous venons de parler de la place des femmes et la raison pour laquelle elles ne sont évidemment pas parfois aux premières loges, même si elles devraient l'être. Et plus sérieusement, le bâtonnier Robert Douceux et le bâtonnier Christian Charbonnazel, oncle Christian ou tonton Robert, est-ce que vous avez des questions? Si les deux ont des questions, vous pouvez. Si un seul a une question, c'est tant mieux. Et je vous avoue que oui, le timing est très serré. Et donc, honneur à la sagesse. Je vous introduirai tout à l'heure, tous les deux, lorsque vous ferez vos plaidoiries. Mais la sagesse parle. 82 ans, bâtonnier Robert Dessous. Je vous laisse poser votre question sur le paléontologue ou le paléontolithique. Je vous laisse faire. Merci, Pascal. Je ne m'y connais pas dans la nouvelle technologie. On va faire des progrès. Je crois. J'ai juste une question. Je voudrais que vous puissiez nous dire, nous indiquer quel a été le rôle des animaux dans le progrès des humains. Ah ben, le problème, c'est qu'ils n'ont pas du tout été intégrés dans l'idée de progrès. Et c'est ce qu'on appelle l'échelle naturelle des espèces héritée d'Aristote. On connaît tous ce schéma avec une procession d'animaux à quatre pattes. Certains qui sont à moitié redressés, c'est les chimpanzés. Et ensuite, l'homme triomphant, donc l'esprit au-dessus du corps. Donc les animaux ont été des faire-valoir et on n'a jamais considéré qu'ils pouvaient évidemment considérer la moindre idée de progrès. Même les pauvres singes, vous savez, même dans l'œuvre de Kipling, le livre de la jungle, c'est intéressant de voir qu'il fait parler les animaux, mais les singes sont considérés comme les plus stupides et qu'en fait, ils sont les plus proches de nous. Il y a toujours eu cette vision très péjorative des animaux et très encombrante. Alors, je ne parle pas de l'anthropomorphisme, hein, je veux dire, on pense évidemment aux fables de La Fontaine, etc., où les animaux ne sont pas considérés tels qu'ils sont, et ça fait en fait très peu de temps que nous considérons les animaux pour ce qu'ils sont, ce qu'on appelle l'éthologie, l'étude de comportement. C'est un champ de connaissances qui est absolument récent. Donc maintenant, aujourd'hui, on le voit bien, et qu'il est absolument nécessaire de tenir compte des biodiversités et autres et des relations avec ces animaux, parce qu'on ne va pas continuer sans eux, ça c'est une évidence, mais il y a donc une prise de responsabilité par rapport à cela. Donc plus que du côté de l'évolution des animaux, je crois qu'il s'agit plutôt de notre évolution en devenir avec les animaux, et ça, c'est un des grands enjeux actuels. Au passage, sur les animaux, il y a quelque chose qui est quand même extrêmement troublant. Lorsqu'on regarde, on appelle ça le scalisme, donc la scala natura, l'échelle naturelle des espèces. Et je profite de cette occasion pour rappeler comment, effectivement, cette idéologie de progrès a, dans sa déviance, lorsqu'on parle de l'évolution de la ligne humaine, il y avait cette procession de singes qui se redressent, donc je le fais devant vous. Donc il y avait le macaque, ensuite le chimpanzé à moitié redressé. Au bout, on avait l'homme blanc, et entre les deux, on avait quoi? L'homme noir et l'homme jaune. Complètement hallucinant. Et ceci traîne encore dans des bouquins et des représentations. Et ça, aujourd'hui, c'est là qu'il y a nécessité absolument de bousculer ces idées-là, puisqu'en définitive, on voit bien que les différentes cultures ont des rapports très différents vis-à-vis des animaux, qui ont des conséquences absolument considérables pour l'avenir aujourd'hui de nos sociétés. Et par exemple, je vais vous surprendre, les cultures ont le même rapport, d'un point de vue ontologique, aux animaux qu'ils l'ont par rapport aux machines. C'est la question de l'altérité des intelligences reconnues ou pas reconnues. Il est absolument fantastique de constater aujourd'hui que les cultures asiatiques qui sont plus animistes n'ont aucune difficulté pour intégrer les robots et les machines autour des activités humaines ou de l'assistance aux humains, alors que nous, en Europe occidentale, nous avons encore énormément de difficultés. Il y a encore des gens qui disent « l'intelligence artificielle, ça n'existe pas ». Bon, ils n'ont rien compris à ce que c'est, il faut la définir, je suis d'accord avec vous, mais on voit bien que l'anthropologie est là, et que la manière d'avoir des rapports au monde, même au changement dans nos sociétés aujourd'hui très technologiques, sont également encore très empreints de la manière dont les différentes cultures ont été capables de se positionner par rapport aux animaux. Merci beaucoup, docteur. C'est bon ? Tu as une question, monsieur Christian? Si c'est possible, volontiers. Une toute petite, alors. Oh, très simple. Puisque vous êtes à la fois le savant qui scrute le passé et celui qui regarde le présent avec attention et compétence, comment voyez-vous l'avenir et de l'espèce humaine et de celles qui sont en train de disparaître grâce à l'évolution formidable de nos techniques monstrueuses? De quoi?
nos techniques monstrueuses. En oui. une minute. Alors, d'un côté, une minute. D'un côté, vous avez l'utopie transhumanisme qu'on appelle le solutionnisme et qui nous disent qu'on va tout résoudre avec les technologies, ce dont à croire, je ne crois pas du tout. Mais très clairement, vous mettez quand même l'accent sur quelque chose de fondamental pour l'évolution de la lignée humaine, ce qu'on appelle la coévolution. Et depuis 2 millions d'années, que ce soit le feu il y a 2 millions d'années ou aujourd'hui la révolution numérique, il est très clair que nous coévoluons, nous sommes des espèces très plastiques qui peuvent changer très rapidement avec des environnements techniques et culturels. Mais on avait oublié un petit peu la nature. Donc derrière cela, en effet, on voit bien que les transhumanistes, on ne les a pas beaucoup entendus avec l'histoire de la Covid-19, hein, vous avez remarqué, parce que ça, ils n'avaient pas du tout venir, personne d'ailleurs. Mais en l'occurrence, les technologies, évidemment, vont jouer un rôle absolument essentiel. On voit déjà les progrès avec l'intelligence artificielle sur les datas en médecine, sur les immunothérapies, sur la compréhension de la génétique, sur le microbiote, etc. Donc, et j'en passe. On va mieux comprendre les écosystèmes. Et la grande révolution qui, me semble-t-il, est souhaitable, c'est aujourd'hui d'avancer de manière rapide, avec la capacité d'analyser toutes ces données, parce que plus que jamais, le terme d'écosystème est à la fois dans le World Economic Forum, dans nos sociétés, avec l'environnement, et nous aurons besoin évidemment de ces outils pour avoir une meilleure compréhension, modélisation, analyse et prise de décision sur l'évolution en train de se faire. L'évolution, c'est une théorie des complexités, et on a besoin des outils de plus en plus complexes pour tenter de la maîtriser, de bien l'accompagner, pour l'avenir de l'humanité, bien sûr. Merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, je vous annonce le docteur Étienne Klein. Alors, accrochez vos neurones, parce que le niveau est très élevé, mais on se réjouit déjà. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, Mesdames et Messieurs, je ne vais pas vous parler de physique, mais je vais plutôt vous parler du sens des mots. Alors, on rouvre le procès du progrès, je m'en réjouis, puisque le progrès a été condamné sans procès, il a été relégué. Il suffit de voir d'ailleurs l'évolution qu'a connue, disons, pendant ces 30 dernières années, du dicton qui a été rappelé tout à l'heure, on n'arrête pas le progrès. Dans ma génération, lorsqu'on était jeune, la phrase « on n'arrête pas le progrès » était un jugement moral. Ça consistait à dire « le progrès est une bonne chose », il serait donc mauvais ou mal de vouloir l'arrêter. Autrement dit, nous prenions au sérieux l'anagramme de l'idée de progrès qui est le degré d'espoir. Or, quand j'interroge mes étudiants et que je leur demande le sens qu'ils donnent à ce dicton, eh bien, ils disent que c'est plutôt un jugement pratique. Ça signifie qu'il est impossible, techniquement, d'arrêter le progrès au motif que la technologie s'est autonomisée par rapport aux désirs humains et qu'elle pilote nos vies sans qu'on l'ait vraiment décidé, ce qui veut dire qu'elle est transcendante par rapport aux projets politiques. Et donc, le progrès a été condamné. D'ailleurs, un des membres du jury, qui s'appelle Gérald Bronner, a démontré que ce mot progrès a disparu des discours publics. Il a été écrit pendant 3 siècles avec une lettre majuscule. Il a perdu sa majuscule après la Deuxième Guerre mondiale. Et aujourd'hui, il a complètement disparu, remplacé qu'il a été par le mot innovation, qui n'est pas son synonyme malgré les apparences. Il y a toutes sortes de raisons qui peuvent expliquer cette relégation du mot progrès. Par exemple, on a constaté une certaine naïveté dans la philosophie des Lumières, par exemple, lorsqu'il considérait qu'il existait un embrayage automatique entre les différentes formes de progrès scientifiques, qui engendrent automatiquement un progrès technologique, qui engendre un progrès matériel, puis moral, puis politique. On a bien vu, notamment au XXe siècle, que cette façon de considérer son évolution était naïve et a d'ailleurs été démentie par l'histoire. Il y a une autre raison d'ailleurs qui a été insuffisamment citée, c'est le retournement des poussettes. À la fin des années 1990, partout à la surface de la Terre, on a retourné les poussettes. Avant, les bébés étaient poussés dans le sens inverse de la marche de la personne qui les poussait. Donc ils regardaient leur mère, leur nourrice, leur père, avec laquelle ou lequel ils pouvaient échanger des grimaces, des sourires, bref, des connexions à leur origine qui leur donnaient confiance en eux-mêmes. Et une fois qu'ils étaient retournés, ils avaient confiance dans la suite de l'histoire et croyaient au progrès. Aujourd'hui, les enfants sont poussés vers l'avant
Ceux qui pensent que ça leur permet d'échapper aux tutelles familiales pensent que c'est une bonne idée, mais en réalité, les enfants sont terrorisés par le fait qu'ils ne voient que des anonymes. Et donc, ils ont peur du futur, ce qui aurait contribué. C'est évidemment une métaphore qu'il ne faut pas prendre au sérieux, mais j'essaie de combler mon temps de parole. Bon. Alors, je disais tout à l'heure que le mot innovation semble être le synonyme du mot progrès, mais ça n'est pas vrai. Si on regarde les rhétoriques dans lesquelles était insérée l'idée de progrès autrefois, on s'aperçoit qu'elles étaient toujours associées à l'idée d'un temps qui passe qui est constructeur. Le temps qui passe est complice de notre liberté et de notre volonté. Et finalement, croire au progrès, c'est configurer le futur d'une façon crédible et attractive, de sorte que nous sommes prêts à sacrifier notre temps présent au nom d'un futur collectif. Autrement dit, pour croire au progrès, il faut une philosophie de l'histoire. Or, la rhétorique de l'innovation, et ce n'est pas du tout une critique de l'innovation, c'est juste une question à propos de notre façon de la justifier. Par exemple, dans le traité de l'Union européenne, qui veut faire de l'Union européenne l'horizon 2020-2010, en remplacement du traité de Lisbonne de 2000, qui voulait faire de l'Europe la société de la connaissance. Ce qui est dit dans ce document de 50 pages, c'est que l'Europe a compris qu'elle est soumise à des défis dont la gravité augmente à mesure que le temps passe. Raréfaction des ressources, vieillissement de la population, problème d'énergie, changement climatique, etc. Et elle a compris également, ajoute le document, que l'Europe ne peut compter que sur l'innovation pour relever ces défis. Autrement dit, la rhétorique de l'innovation est associée à un temps corrupteur. Le temps qui passe dégrade les situations et l'innovation est ce qui nous permettra de maintenir le monde en l'état, c'est-à-dire que c'est l'état critique du présent qui sert à la justifier et non pas du tout une certaine idée du futur qu'on aurait configurée à l'avance. Et donc ma proposition, mesdames et messieurs, c'est de prendre l'idée de progrès au sérieux, c'est-à-dire de la soumettre à elle-même. Que devons-nous faire pour faire progresser l'idée de progrès en tenant compte des leçons que l'histoire, depuis le siècle des Lumières, nous a apprises? Et je vous propose une expérience de pensée toute simple, alors qui, pour le coup, relève de la physique, même si la physique dit qu'elle est impossible, c'est d'imaginer une capsule temporelle qui permettrait aux philosophes qui ont théorisé l'idée de progrès au XVIIIe siècle, au siècle des Lumières, de monter dans une capsule temporelle qui va les faire arriver en 2021. Donc on mettrait dedans Condorcet, d'Alembert, Diderot et quelques autres, peut-être quelques Anglais, Spencer, David Hume, John Locke, et on les ferait atterrir en 2021. Évidemment, on ne va pas tout leur montrer d'un coup, ils deviendraient fous. On va leur organiser un petit voyage par étapes, et en fonction de leur réaction qu'on pourrait imaginer, on verrait en quoi leurs prédictions ont été démenties par la suite de l'histoire et en quoi ce que nous avons fait est allé au-delà de ce qu'ils espéraient. Par exemple, on pourrait les amener pour leur première visite dans une classe de terminale où ils suivraient un cours de mathématiques. Ils seront très impressionnés, d'abord de constater que l'enseignement est obligatoire, d'autre part que les jeunes gens de 17 et 18 ans apprennent des mathématiques qu'eux-mêmes ne connaissaient pas. Je ne suis pas en train de dire que les élèves d'aujourd'hui sont meilleurs en mathématiques que Descartes. Je suis en train de dire qu'ils connaissent des mathématiques que Descartes ne connaissait pas. Ensuite, on va les amener au CERN, grand laboratoire de physique des particules. On va leur expliquer le boson de Higgs et ils vont comprendre que les découvertes des physiciens sont des découvertes philosophiques négatives. Changent la façon de comprendre les réponses qu'on peut apporter à des questions philosophiques. Ils vont dire ça c'est incroyable. Ensuite, on va leur expliquer qu'au XIXe siècle, on a découvert plutôt une nouvelle interaction qui s'appelle l'électromagnétisme. Et grâce à cette interaction fondamentale, des ingénieurs du XXe siècle ont réussi à fabriquer des appareils parallépipédiques qu'on peut mettre dans tous les foyers et qui transmettent le son et l'image. Ils vont dire, mais qu'est-ce que vous avez fait avec ça? Vous avez diffusé en direct tous les cours du Collège de France? Et là, vous les mettez sur un canapé un samedi soir devant une chaîne de télévision privée et ils vont se dire, tiens, il y a quelque chose qui a raté. D'accord? Il faut que je conclue. Eh bien, je conclurai en disant que, voilà, un philosophe français qui s'appelle Georges Canguilhem a écrit en 1970 un article intitulé « De la décadence de l'idée de progrès ». Il explique que l'histoire du progrès s'est développée en deux phases. Première phase,
on associe le progrès à la lumière, à l'idée de linéarité, de conservation. Et puis avec l'ère industrielle, on associe le progrès non plus à la lumière, mais à la chaleur. Donc à un principe de dégradation. La lumière se dégrade en agitation thermique. Et la question est, à quel nouveau symbole faudrait-il associer l'idée de progrès pour qu'à nos yeux, elle redevienne pertinente? Merci beaucoup, docteur. Et je ne doute pas que le grand jury nous donnera un bel écho pour savoir à quelle saveur, à quelle lumière nous devons associer. Je pensais que vous feriez remarquer, je suis le seul à avoir tenu mon temps de parole. Et je vous en félicite. Alors, oncle Christian, tonton Robert, vous avez chacun droit à une question sympathique, pas trop longue. Et monsieur le docteur Étienne Klein nous fera des réponses brèves, mais fécondes, puisque c'est le thème de la soirée. Et il faut être bref, mais fécond. Donc, tonton Christian, tu veux commencer cette fois-ci? Cher monsieur, dans un de ses écrits, peu de temps avant sa mort, Georges Bernanos, qui vient de découvrir la radio, est extrêmement inquiet de ce monde dans lequel nous sommes désormais entourés d'ondes. Et il associe cette pensée à une définition de l'humanité à venir, l'humanité des monstres mous. Qu'est-ce que vous en pensez? Les monstres mous. J'adore. Ouais. Que pensez-vous des monstres mous, docteur? Je vais donc dire à peu près n'importe quoi, mais je vais quand même le dire. Je ne suis pas sûr qu'il ait eu raison sur ce point, parce que ce que j'ai observé, notamment grâce à l'épisode sanitaire qu'on vient de traverser, c'est que grâce au monde numérique, chacun d'entre nous, en quelques clics, peut fabriquer son chez-soi idéologique. C'est-à-dire construire une communauté numérique rassemblant des gens qui sont d'accord entre eux, qui pensent la même chose, et des algorithmes vont sélectionner des articles, des vidéos qui iront dans le sens de ce qu'ils pensent déjà, de sorte qu'ils ne seront jamais soumis qu'à des biais de confirmation. C'est ce que Tocqueville appelait, dans La démocratie en Amérique, des petites sociétés. Donc l'ère numérique fabrique non pas des monstres mous, mais des petites sociétés qui se forment un peu comme des clans, qui coupent les contacts avec les autres petites sociétés du même type, de sorte que la société se balkanise et les valeurs qui sont défendues dans chacun de ces clans apparaissent à ceux qui les constituent comme plus importantes que les valeurs du contrat social. En clair, les idées se radicalisent, on devient de plus en plus militant pour des causes particulières, mais on ne va plus voter. Donc, là où les monstres mous échouent, les clans durs s'élèvent. Monsieur le bâtonnier Robert Dessous, votre question. Oui, je suis d'accord avec vous, professeur, qu'il faut faire progresser l'idée de progrès. Il faut faire avancer l'idée de progrès. Mais le progrès lui-même n'est-il pas limité? Limité? Le progrès lui-même n'est-il pas limité? Alors, ce qui est limité, c'est sans doute la nature. Et en effet, quand l'idée de progrès a été élaborée d'un point de vue théorique, la nature était considérée comme un réservoir infini qui ne rétroagissait pas à nos propres actions. Et l'homme lui-même était considéré comme un être d'antinature. Non pas au sens où l'homme serait contre la nature, mais au sens où il serait d'une essence transcendante par rapport à la nature. Quand Descartes dit « l'homme doit devenir comme maître et possesseur de la nature », c'est cela qu'il signifie. Et on s'est rendu compte, notamment grâce à la science, que la nature n'est pas inerte, elle rétroagit à nos propres actions. Et d'aucuns, qui sont de plus en plus nombreux, pensent que nous devrions finalement liquider la science au motif d'un mauvais usage du monde, avec l'idée que c'est la science qui nous aurait rendu capables de dévaster les ressources naturelles. Alors moi, je pense que ce n'est pas avec la physique d'Aristote qu'on va résoudre les problèmes de climat. Ce n'est pas avec la biologie de Pline l'Ancien qu'on va lutter contre les maladies. Et donc, nous devons non pas liquider, mais retravailler l'idée de rationalité pour qu'elle ne serve plus d'alibi à toutes sortes de dominations.
Merci beaucoup, monsieur le professeur. Alors, après avoir traversé le paléontolithique pour sombrer dans la physique et envisager l'avenir, après avoir écouté les témoins, le procès va commencer. Donc, nous allons avoir une plaidoirie, à vrai dire un réquisitoire du bâtonnier Christian Chaillard-Bournazel à l'accusation du progrès. Je ne sais pas ce qu'il va dire, je ne sais pas ce qu'il va accuser, je m'en réjouis déjà. Et la défense du bâtonnier Robert Dossou. Alors, j'aimerais dire quelques secondes sur chacun des deux. Le bâtonnier Christian Chaillard-Bournazel est pour moi comme un père. J'ai créé le choc des légendes par amour et par gratitude pour lui et pour le bâtonnier Marc Bonan. Parce qu'il m'a inspiré les droits de l'homme, l'amour, l'engagement, la liberté. Et donc, c'est très difficile pour lui de venir ce soir accuser le progrès, mais il fallait bien que quelqu'un le fasse. Et donc, il a accepté de le faire. Le bâtonnier Robert Dossou, qui est aussi comme un papa que je connais depuis quasiment mon enfance, qui s'est battu pour les droits de l'homme partout en Afrique, ancien président de la Cour suprême du Bénin, ancien ministre, ancien député, et qui est également celui qui a conçu les conférences nationales qui ont bouleversé l'Afrique, et qui est un homme, aujourd'hui à 82 ans, avec une intelligence et une fécondité sémillante. Et j'espère aussi que lorsque de mes vieilles rives, lorsque j'aurai 82 ans, mes cheveux pâliront, mais que mon esprit, peut-être mon corps aussi, s'ébranlera et s'élèvera. Monsieur le bâtonnier Christian Chaillard-Bournazel, oncle Christian, vous avez la parole. Sur un sujet aussi difficile, j'ai naturellement quelques notes. Monsieur le Président de la République du Ghana, Excellences, ambassadrices, ambassadeurs, ministres, professeurs, doyens de faculté, mesdames, messieurs, éminents publics, je ne peux pas citer tout le monde, je suis évidemment très intimidé d'avoir à parler devant vous. Sur un sujet que je n'ai pas choisi, mais je ne cherche pas à me dérober. La mission qui m'a été confiée consiste en effet à requérir, en qualité de procureur, contre le progrès, puisqu'il est question d'instruire ici son procès, et que vous êtes, mesdames et messieurs, les jurés qui tout à l'heure prononceront une décision. Or, malgré son talent, son ingéniosité, sa façon d'être toujours en pointe, Pascal ne m'a fourni aucun élément comme ceux que l'on a en général au moment où l'on va requérir. Pas d'acte d'accusation, aucune décision de renvoi devant la juridiction par une quelconque chambre de l'instruction, et aucune référence à des faits précis, ni à un article du Code pénal. Alors, qui prétend-on juger, puisque je ne sais même pas comment vous définissez son identité? Je suis remonté jusque chez les latins, où il est dit que progressus, le mot qui est à l'origine du mot progrès, c'est en réalité celui qui désigne la marche en avant. Est-ce que c'est la marche en avant physique que l'on cherche à condamner? Si tel est le cas, j'aurai donc pour mission de plaider pour l'immobilisme ou l'immobilité contre toutes les formes de déplacement, depuis la marche à pied jusqu'au marathon ou aux courses olympiques, sans oublier les fantassins militaires secondés par des mules, des chevaux ou des chars. C'est une idée qui ne manque pas de grandeur, parce que d'un côté, il y aurait la marche forcée ou choisie, qui se termine par des préjudices, notamment pour les fanatiques du ballon qui n'ont plus de cartilage au genou, ou pour ceux qui, hordes armées, créent des millions de morts sous prétexte de guerre, de conquête, de répression ou de libération. Et de l'autre côté, il y aurait donc
si on s'en tient à cette simple définition physique, l'homme figé, l'homme qui est une sorte, dans sa position, de défi au temps et à l'espace, sous la forme des statues qui survivront des millénaires aux éphémères footballeurs et qui n'auront même pas eu la Légion d'honneur. Si ce procès évoque aujourd'hui en réalité une attaque contre le progressus latin, c'est-à-dire la marche physique, permettez-moi de vous dire que c'est tout de même très réducteur. Alors on va essayer d'aller un peu plus loin et se demander s'il s'agit aujourd'hui, pour moi, de requérir contre ce que Montaigne disait du progrès, une transformation graduelle vers le mieux. Là, nous sommes dans la signification abstraite ou spirituelle du progrès. Et comme toujours, avec cette phrase, transformation graduelle vers le mieux, Montaigne fait rayonner à la fois la sagesse, la modestie, et nous montre sa capacité à croire en l'humanité. Il n'est donc pas question pour moi, M. Galli, de requérir contre Montaigne. Il me faut donc définir moi-même le champ de mon réquisitoire. Alors, intéressons-nous aux évolutions physiologiques dont notre espèce humaine a bénéficié. Je dis bien physiologique. Le grain de sable que nous appelons la Terre, sur lequel nous nous trouvons perdus entre des milliards de galaxies, abritant des milliards et des milliards de systèmes solaires semblables aux nôtres, nous donne déjà à réfléchir sur ce que nous sommes, puisque ce grain de sable, la Terre, qui n'a que 5 milliards d'années et qui ne sera plus là dans 5 milliards d'années, aura été aussi éphémère que nous, puisqu'elle aura duré quelques millièmes de secondes cosmiques. Si la vie est née sur la Terre il y a, comme l'on pense, 2 milliards d'années, les premiers grands singes dont nous descendons ou remontons ont été extrêmement sages à leur manière dans un univers auquel ils se sont adaptés. Et le chimpanzé, notre cousin, continue aujourd'hui à vivre comme nos ancêtres communs, c'est-à-dire en sautant de branche en branche pour chercher de la nourriture, et puis en serrant contre lui ses enfants pour arracher les tiques qui leur font du mal. Et tandis que le singe civilisé que nous sommes continue, lui, à non pas serrer contre lui ses semblables, quelques-uns le font, mais à décider de détruire dans des chambres à gaz ses semblables par millions criminels d'être nés, ou réduire en poussière des centaines de milliers d'habitants grâce à la bombe atomique. L'évolution, cette forme de progrès, a doté le primate initial que nous sommes d'une intelligence créative dont vous devrez décider si elle est un bien ou un mal, et vous aurez à confronter le bien qu'elle engendre au mal qu'elle ne cesse de produire. Et je vous invite, pendant votre délibéré, à méditer la phrase du philosophe Hegel, « L'homme est l'animal malade ». Et mon premier développement sur la progression psychologique de l'espèce humaine m'amène évidemment à aller vers le domaine spirituel et moral. Au cours de son évolution, notre espèce a conduit sa destinée vers de plus en plus d'inventions, là où mon arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père chimpanzé cassait une noix avec une pierre sans en faire un instrument, nous avons, nous, la possibilité aujourd'hui, après la découverte du feu, comme l'ont rappelé tout à l'heure nos intervenants, d'avoir inventé la lumière, l'énergie, etc. Mais, parallèlement, alors que l'homme primitif, avant de devenir sapiens, vivait une sorte d'harmonie, la première manifestation de son impossible admission de la mort
et de ce que tout serait fini, lui fait ensevelir ses proches qui ont cessé de vivre. Et en même temps, puisqu'il est impossible de penser qu'il n'y a pas quelque chose après quand on a conçu le goût de l'absolu, alors on invente les divinités. Et naissent toutes les sortes de divinités, de religions, avec tout leur cortège de pouvoirs excessifs, monstrueux, qu'il s'agisse à la fois de l'Inquisition d'un côté, de la charia de l'autre. On torture. Rappelez-vous Ferdinand d'Aragon et Isabelle la catholique en 1492, qui décident que les juifs et les musulmans n'ont rien à faire en Espagne et les chassent au nom du Christ, pendant que s'installe l'Inquisition au Pérou. Allez visiter à Lima le musée de l'Inquisition, c'est monstrueux. Et en 1615, en France, alors que Henri IV, lui, est mort depuis 5 ans, et qu'il avait su passer du protestantisme au catholicisme, il est torturé, brûlé vif, à Toulouse, en place publique, après qu'on lui a arraché la langue avec des tenailles, parce qu'il a refusé de s'excuser vis-à-vis de Dieu, ayant dit qu'il ne croyait pas en lui, à cause de son livre « Les arcanes de la nature », où il célébrait la nature en disant que Dieu n'existait pas. On lui a dit « Excusez-vous auprès de Dieu ». Il a répondu « Non, 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 je n'ai pas à m'excuser auprès de ce qui n'existe pas. Si j'avais offensé le roi, je m'excuserais auprès du roi, mais pas auprès de Dieu ». Et c'est 7 ans avant la naissance de Molière que l'Église torture Vanini et lui arrache la langue. Et puis, je n'ai pas besoin d'énumérer longtemps, il y a encore 30 ans, protestants et catholiques se faisaient la guerre en Irlande du Nord, au nom du même Jésus-Christ. Aujourd'hui, sunnites et chiites s'entretuent dans plusieurs coins du monde, pendant que là, les Ouïghours sont persécutés par les Chinois à cause de leur religion, et qu'ailleurs, les Rohingyas sont condamnés à l'exil et à la famine en Birmanie. Ces quelques lueurs d'humanité qui, de temps en temps, nous éclairent, me renvoient encore à Montaigne. Car pendant que la folie totalitaire religieuse et les pouvoirs des clergés divers rayonnent sur tous, il y a de temps en temps une voix sage qui s'exprime. J'ai toujours beaucoup de respect pour Montaigne et j'aime à citer, je le fais toujours, sa phrase extraordinaire en pleine guerre de religion. Qu'est-il plus vain que de vouloir deviner Dieu par nos analogies et conjectures, le régler et le monde à notre capacité et à nos lois, nous servir aux dépens de la divinité, de ce petit échantillon de suffisance qu'il lui a pu départir à notre naturelle condition. Et parce que nous ne pouvons élever notre vue jusqu'à son glorieux siège, l'avoir ramené ça bas à notre corruption et à nos misères. Et les choses, depuis Montaigne, ne se sont pas beaucoup améliorées. Je ne veux insulter personne, mais quand j'entends, il y a quelques jours, un archevêque dire que la loi canonique passe au-dessus de la loi civile, je me demande où en sont les progrès de la spiritualité religieuse par rapport au monde d'aujourd'hui. On objectera tout à l'heure, évidemment, que l'âme humaine est capable de progrès. C'est vrai pour quelques-uns, c'est vrai. Des gens admirables, des femmes admirables, Teresa, sœur Teresa, Charles de Foucault. Je ne vais pas citer tous ceux dont on pourrait aujourd'hui célébrer encore avec effusion et admiration la mémoire pour tout ce qu'ils ont fait pour les autres. Mais tout de même, ils n'ont pu, chacun à sa place, freiner d'aucune manière
la marche inexorable de ce que nous appelons le progrès, qui n'est qu'une lente descente vers le fond de l'abîme. Sur le plan, encore une fois, des relations interhumaines, s'il y a des individualités qui nous donnent de l'espoir, l'immense foule des atroces bourreaux, des fanatiques et des terroristes ne nous permet pas toujours d'espérer un lendemain meilleur. En quoi cette marche, d'ailleurs, est-elle inexorable ? René Descartes, qui s'interrogeait sur la volonté des hommes de se rendre comme maître et possesseur de la nature, avait mis le doigt sur un point essentiel, c'est la volonté de maîtriser tout sans humilité. Et Karl Marx, auquel je n'ai pas beaucoup l'habitude de me référer, a une phrase tout à fait impressionnante. « Toutes nos inventions et nos progrès semblent doter de vie intellectuelle les forces matérielles, alors qu'elles réduisent la vie humaine à une force matérielle brute. » Évidemment, on doit admirer les conquêtes de la médecine. Et il est évident aussi que vivre au-delà de 26 ans peut paraître un progrès formidable. Tout dépend de ce que sera cette vie pour les uns et les autres. 26 ans de vie merveilleuse peuvent valoir mieux que 70 ans d'une vie misérable vécue comme SDF ou dans des prisons ou dans des geôles abominables où l'on vous torture. Mais en même temps, car c'est toujours la même chose, il y a l'apparent progrès et ses conséquences négatives. Rappelez-vous Alfred Sauvy, qui disait que la médecine qui progresse et qui permet de survivre fait partie des 3 parcs surmortels qui vont un jour ou l'autre faire en sorte que la Terre ne pourra plus héberger ni nourrir l'ensemble de ses enfants. Je sens que l'on va m'opposer, bien sûr, qu'il y a des choses sublimes comme les nouvelles énergies, le nucléaire. Oui. Il y a aussi Fukushima et Tchernobyl. Et puis, comment, sans être irresponsable, ne pas voir en face les ravages de l'Internet, qui sont aussi considérables que c'est bien fait. Certes, il est inouï de penser que, avec un galet magique comme celui-là, sur lequel aurait été écrit il y a 4000 ans une phrase en égyptien, des savants auraient pu reconstituer complètement une pensée, peut-être même une partie de la civilisation. Et ce même galet magique aujourd'hui me permet de correspondre à l'autre bout de la Terre en envoyant des pensées, des lettres, des images, des sons, et c'est évidemment inestimable. Seulement de la même manière, ce même instrument permet de harceler, de persécuter, de dire des choses infâmes, de transmettre de la haine, de s'acharner sur des petits qui, à force d'être persécutés, finissent par se donner la mort. Comment faire le partage entre le bien et le mal qui vient d'une chose donnée quand on s'aperçoit que toute nouvelle innovation fait autant de mal que de bien et quelquefois davantage. Sur ces réseaux sociaux qui sont aujourd'hui au cœur de beaucoup de débats, Christiane Taubira a dit une phrase que je trouve remarquable. Dans son livre « Nous habitons la Terre », elle parle des réseaux sociaux en les définissant ces alcôves à tout vent qui donnent l'illusion aux lâches qu'ils sont braves et libres. Et c'est exactement ce que nous pouvons penser. Le bien, le mal, l'innovation qui soulage, enrichit, guérit et qui en même temps assomme, assène, détruit, désespère. Vous vous rappelez la fable d'Ésope, lorsque, esclave phrygien de Xanthos, on lui demande de faire pour un repas, de faire cuire
et cuisiner la meilleure des choses, et il fait de la langue. Tout le monde s'en réjouit, le plat est magnifique, et le lendemain, Xanthos lui demande « Aujourd'hui, tu vas faire le contraire. Tu vas cuire la pire des choses. » Et Ésope, à nouveau, cuit de la langue. Nous sommes donc dans cette même situation où chaque chose née du progrès est à la fois bonne et mauvaise, sans qu'on puisse faire le partage entre ce qu'il y a de meilleur et ce qu'il y a de pire, sans savoir lequel domine l'autre. Et alors, nous sommes un peuple, ce peuple humain, extravagant. Alors que nous sommes incapables aujourd'hui de ne pas dénaturer la nature en la servissant, alors que nous sommes incapables d'empêcher les banquises de fondre ou l'Amazonie de ne pas être détruite, on rêve d'envoyer dans l'espace sur des petits grains de sable comme la Terre, qui n'ont rien à leur surface, pas une végétation, peut-être des ressources primitives, on ne sait pas, mais avec des astronautes qui seront exposés à des rayons qui leur donneront le cancer, cette idée de fuite de la Terre sous prétexte de découverte montre à quel point nous sommes incertains dans ce que nous recherchons et ce que nous voulons. Comme souvent il y a plus de prétention et d'orgueil que de véritable sens des autres et du service qu'on peut leur apporter, et qu'en réalité, cette course perpétuelle à une innovation technique est le contraire de la sagesse, que je vais rappeler pour conclure, car elle vient d'un grand homme, Antoine de Saint-Exupéry, dans Le Petit Prince. Permettez-moi de vous rappeler ce passage que je vais vous lire. Le Petit Prince est confronté, par hasard, à un marchand qui vend des pilules. « Bonjour, dit le Petit Prince. »« Bonjour, dit le marchand. » C'était un marchand de pilules perfectionnées qui apaise la soif. On en avale une par semaine et l'on n'éprouve plus le besoin de boire. « Pourquoi vends-tu ça, dit le Petit Prince. »« Ben, c'est une grosse économie de temps, dit le marchand. Les experts ont fait des calculs. On épargne 53 minutes par semaine. » Le Petit Prince. « Et que fait-on des 53 minutes ?»« Ah, on en fait ce que l'on veut. » « Moi, se dit le Petit Prince, si j'avais 53 minutes à dépenser, je marcherais tout doucement vers une fontaine. Nous ne sommes pas en mesure de réduire le progrès, contre lequel je ne vais même pas requérir. Quelle condamnation pourrais-je demander que vous prononciez, dont du reste il se rirait? Je me borne à vous souhaiter à tous de marcher doucement vers votre fontaine, sans renoncer à l'espérance. Alors, oncle Christian, quelle émotion de te voir recueillir avec autant de gravité, toi qui es un symbole même de l'espérance, et pour ceux qui le connaissent, un grand humaniste, quelqu'un qui aime, quelqu'un qui donne, et une des plus belles métaphores que j'ai eu le bonheur de rencontrer, de la générosité. Alors, sans plus attendre, après avoir accusé le progrès de tous les maux, je vais laisser la parole au bâtonnier Robert Dessous pour venir défendre le progrès avec panache, avec vigueur. Monsieur le bâtonnier Robert Dessous, tu as la parole, tonton Robert. Je vais en réalité improviser. À 82 ans. Par rapport aux notes que j'ai prévues. Parce que c'est la première fois que j'assure la défense d'une cause sans avoir en face de moi réellement un adversaire à combattre,
ni une thèse absolument opposée à celle que je dois défendre. Parce que pour la première fois, depuis presque 6 décennies que j'exerce ce métier d'avocat, eh bien, j'ai un adversaire qui a donné à la pénologie la plénitude de son sens. Réparer l'homme, guérir le mal pour sauver l'homme. L'inculpé doit être racheté. Bâtonnier Christian Jarret-Bournazel, merci. Monsieur le Président de la République du Ghana, Président en exercice de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale française, il n'est pas là physiquement, mais il y est. Mesdames, Messieurs les députés, Mesdames, Messieurs les ministres, vous tous, honorables invités en vos grades et qualités respectives. Je plaiderai au-delà de ce que mon éminent confrère et ami Christian a plaidé tout à l'heure. Et je vais m'exclamer, je vais dire, mais objets inanimés, avez-vous donc une âme? Parce que tous ceux qui auraient la velléité de vouloir l'immobilisme, tous ceux qui penseraient que le progrès doit être arrêté, eh bien, c'est ceux qui ne savent pas quitter ce qu'il faut quitter. C'est ceux qui n'arrivent pas à se détacher de l'enfance ou de la jeunesse ou de la vie tout court, parce que Alphonse de Lamartine, visitant les lieux de son enfance, était écrié « Objets inanimés, avez-vous donc une âme qui s'attache à notre âme et la force d'aimer ?» Pourquoi? Parce que visitant les lieux de son enfance, il a vu se dérouler dans son esprit et dans sa conscience une partie bien gaie de sa vie. Et au jour d'aujourd'hui, personne depuis le pape jusqu'au nouveau attributaire du prix Goncourt 2021, personne n'arrive à se détacher complètement de son enfance. Et je l'étendrai, je dirai de sa vie, de son vécu. Mohamed Mbougar Sarr, le tout nouveau prix Goncourt de cette année, dans son ouvrage « La plus secrète mémoire des hommes », a écrit ceci. On croit, avec la force de l'évidence, que c'est le passé qui revient habiter et hanter le présent. Il faudrait considérer que la proposition inverse soit aussi vraie, sinon davantage, et que ce soit nous qui hantions sans jamais leur laisser de repos ceux qui nous ont précédés. Nous sommes les vrais fantômes de notre histoire, les fantômes de nos fantômes. En effet, le vécu de l'homme le pousse quelque part au conservatisme. Et pour condamner le progrès, il faut ne pas pouvoir se détacher de son vécu actuel, même si ce vécu véhicule des douleurs, même si ce vécu véhicule des choses heureuses également, à côté des choses malheureuses. Le même auteur que j'ai cité tout à l'heure, Sarr, a souligné que rien n'attriste un homme
comme ses souvenirs, même quand ils sont heureux. Et c'est là, justement, dans cela que réside notre difficulté à décoller vers le progrès et à suivre le progrès, à l'assumer, à l'accepter. Le bâtonnier Christian Charrière-Bonazel a essayé de condamner le progrès, mais je ne crois pas qu'il ait réussi complètement, puisqu'il n'a pas requis une peine contre le progrès, il a demandé le rachat du progrès. Cela me facilite la tâche. Donc je ne vais pas aujourd'hui me livrer à la querelle des anciens et des modernes. Non. Non. Parce que la permanence de la pensée qui bouge et qui traverse le temps, véhiculée par les doctrines successives depuis l'Antiquité gréco-romaine, nous pousse au progrès. Quelle que soit la doctrine que ces auteurs ont élaborée, eh bien, Épicure avec Ataraxie, Lucrèce, Leibniz, Kant, Auguste Comte, Hegel, Diderot, Rousseau, Spencer, etc., nous ne pouvons les citer tous. Mais mentionnons 2 sommités scientifiques françaises de notre temps qui ont publié en 2019 un édifiant dialogue intitulé « Le progrès est-il dangereux ?» paru aux éditions Humaines Sciences. Il s'agit de la professeure Catherine Brechignac, ancienne directrice du CNRS et ancienne secrétaire perpétuelle honoraire de l'Académie des sciences. Elle est physicienne, comme notre ami de tout à l'heure. Et Arnaud Benedetti, qui est professeur associé en histoire de la communication à Panthéon-Sorbonne, ancien directeur au CNRS également. Et ils se sont posé cette question. Mais nous autres, nous devons examiner le progrès à travers l'histoire de l'humanité. Et que constatons-nous? Nous constatons 2 choses. Le progrès libère l'homme de toutes les chaînes. Et deuxième chose, le progrès libère l'homme de ses pénibilités. Toutes les chaînes, depuis que l'humanité est l'humanité, les hommes ont cherché à servir d'autres hommes. Les hommes ont cherché à dominer d'autres hommes. Et nous trouvons à travers l'histoire 3 points principaux. Nous avons eu la bulle Romanus Pontifex de 1455 du pape Nicolas V, qui a accordé, parce qu'il faut le rappeler, qui a accordé au roi Alphonse V, je cite, la facilité libre et ample d'envahir, rechercher, capturer, vaincre et soumettre tous les Sarrasins, païens, quels qu'ils soient, et les autres ennemis du Christ, où qu'ils soient placés, et les royaumes, duchés, principautés, dominions, possessions, et tous les biens mobiliers et immobiliers qu'ils détiennent et possédaient, et pour les réduire, et pour réduire leur personne à l'esclavage perpétuel. Fin de citation. Esclavage perpétuel. Donc, ce pape fixait les règles pour toujours, selon lui. Deuxième point, le Code noir de 1685 sous Louis XIV, qui réduisait le noir à un objet de propriété. Et enfin, la conférence de Berlin de 1885. Mais la conscience humaine ne pouvait pas s'accommoder de ces choses-là qui vont à l'encontre de la dignité humaine. Et c'est la raison pour laquelle, en 2 mouvements principaux, la conscience de l'homme a proclamé, affirmé des droits de l'homme.
premier mouvement, les droits de l'homme ont été proclamés, reconnus comme instruments nationaux à vocation universelle. Non point que les droits de l'homme ne fussent pas déjà affirmés dans l'Antiquité gréco-romaine, mais comme des principes moraux. Souvenez-vous de ce que Antigone a répondu à l'infraction qu'elle a commise en enterrant son frère. N'avez-vous pas su que le roi avait interdit? Et Antigone de répondre, oui, c'est les lois du roi, mais il y a une autre règle qui vient de Dieu. Mon frère a droit à des sépultures. Donc, depuis l'Antiquité, l'homme n'a pas accepté l'esclavage. L'homme n'a pas accepté l'aliénation. Et c'est la raison pour laquelle on a eu en Angleterre, aux États-Unis d'Amérique et en France, Angleterre, Grande Charte britannique de 1215, la pétition des droits de 1628, le Bill of Rights de 1689, la déclaration de l'indépendance américaine du 4 juillet 1776, et en France, la déclaration française des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Et lorsque Napoléon Bonaparte fit son coup d'État, il avait déclaré d'abord que la révolution était terminée et s'arrêtait au principe qu'il avait commencé. Mais le même Napoléon, peu après, pour conquérir l'Europe, n'a-t-il pas dit que c'était pour vulgariser les principes de la révolution qu'il essayait de conquérir les autres? Ainsi, même ceux qui violaient les droits de l'homme n'hésitaient pas à recourir aux droits humains. Les illustrations sont nombreuses et nous pouvons en donner à foison si nous voulons en puiser sur le continent africain. J'ai donné un exemple d'Europe à une certaine époque napoléonienne. Et nous allons, après ces proclamations nationales, mais qui ont été utilisées au plan universel, nous allons, avec la fin de la Deuxième Guerre mondiale, rentrer dans les proclamations, la création d'instruments juridiques internationaux par la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, adoptée par les Nations Unies au Palais de Chaillot, ici même à Paris. Et Dieu fait que je suis aujourd'hui membre d'honneur du comité scientifique de la fondation qui porte le nom de René Cassin, un monsieur qui a beaucoup travaillé à cette déclaration. Et nous avons eu, après la Déclaration universelle, nous avons eu d'abord les deux pactes des Nations Unies du 16 décembre 1966. Le pacte sur les droits sociaux et économiques et le pacte sur les droits politiques. Et je dois indiquer qu'au palais de Chaillot, en 1948, deux groupes d'États, deux catégories d'États, pour des raisons différentes, se sont abstenus dans le vote. Le groupe des États d'Europe de l'Est se sont abstenus, motif pris de ce que cette déclaration universelle ne soulignait pas suffisamment les droits sociaux et économiques. Et la République sud-africaine, l'Afrique du Sud, qui venait d'adopter une série de lois d'apartheid, s'est également abstenue justement parce que dans la doctrine de Verwoerd à l'époque, le nègre ne pouvait pas avoir de droits. Mais les indépendances africaines qui se sont précipitées à partir de 1960 ont permis l'adoption rapide de ces pactes. Et ces pactes ont été suivis d'un ensemble d'instruments, y compris des instruments sur les droits de la femme. J'étais il y a quelques semaines au théâtre de la Gaîté Montparnasse, où j'ai vu mon ancien collègue
Jean-Louis Debré, ancien président du Conseil constitutionnel, avec sa compagne, faire l'éloge des femmes qui ont révolutionné la France. Et ils ont montré les femmes qui ont combattu pour les droits de la femme. Et il y en a une là-dedans qui m'a toujours fasciné. J'avais pétitionné pour qu'elle vienne au Panthéon. C'est Olympe de Gouges. Celle-là même qui a dit que si les femmes pouvaient monter sur l'échafaud, eh bien, les femmes pouvaient également monter sur le podium de l'Assemblée nationale. Et quelque temps après, elle ne monta pas à la tribune de l'Assemblée nationale, mais elle fut guillotinée par le tyran révolutionnaire en 1791. Voilà, aujourd'hui, les femmes sont les égaux des hommes. Elles ne sont plus en tutelle. Donc, l'homme s'est libéré de ce côté. Bien plus, au plan national, les condamnations diverses ont été prononcées. La France, ici même, au Palais Bourbon, la France, le Parlement français a voté le 21 mai 2001 la dite loi Taubira, considérant l'esclavage comme crime contre l'humanité. Le progrès subi par la conscience entraîne le progrès de la vie en société. Il est connu que l'homme est un animal politique, pour reprendre l'expression d'Aristote. L'homme vit en société, les Robinson Crusoe, c'est dans les romans. Dans la réalité de tous les jours, non. Et la société, poursuivant la conscientisation des droits et de la dignité de l'homme, eh bien, la société a donné à chaque individu le statut de citoyen. Les individus étaient des sujets des rois, des souverains, des empereurs, qui avaient droit de vie et de mort sur tous ces sujets-là. Les sujets sont devenus des citoyens qui ont des droits, qui ont des obligations au regard de l'ensemble de la communauté. Et l'évolution s'est faite de la souveraineté détenue par le souverain à la souveraineté détenue par le peuple. Donc, la démocratie a eu droit de citer parce que la conscience sur les droits de l'homme ont conduit à la démocratie. Et là où les droits de l'homme sont proclamés, la démocratie est garantie. Lorsque les droits de l'homme ne sont pas garantis, eh bien, la démocratie n'existe pas. Il y a des hauts, il y a des bas dans cette démocratie-là. Parce que la tendance, j'ai dit, querelle entre les anciens et les modernes, cette démocratie, eh bien, on la contourne, on cherche à la contourner. Mais l'évidence nous montre qu'on ne peut pas la contourner à l'insu du peuple. Parce qu'on peut tromper le peuple un temps, mais on ne peut pas le tromper tout le temps. Donc, nous sommes passés à la démocratie, au droit que chaque citoyen a de contrôler les affaires de son pays, de se prononcer sur ceux qui doivent gouverner le pays. Voilà le grand premier volet de défense du progrès. Peut-on arrêter la conscience? Non. On peut emprisonner le corps qui développe la pensée et la conscience, mais on ne peut pas emprisonner la conviction, la conscience et la pensée. Et ça, au jour d'aujourd'hui, c'est souvent ignoré. Mais grâce au progrès, la conscience s'est affirmée comme liée à la dignité humaine, aux droits de l'homme et également donc au progrès de la pensée. Et lorsque tout à l'heure, on nous disait qu'il faut laisser la lumière allumée, mais c'est très significatif. La lumière allumée, c'est le droit de chacun de dire ce qu'il pense, d'exprimer ce en quoi il croit, de s'abstenir quand il a envie de s'abstenir, de se prononcer quand il a envie de se prononcer. Le deuxième volet, le deuxième grand gain
du progrès, c'est de nous soulager, de soulager les hommes de toutes les pénibilités. Et je ne vais pas être long sur ce volet-là, parce que l'évidence est telle qu'il me suffit de dire 2 mots pour que vous m'approuviez. Le premier mot, c'est la santé. La santé, aujourd'hui, est marquée par une diminution foudroyante de la mortalité infantile. Elle était très prononcée à une certaine époque en Europe et à une époque encore plus récente en Afrique. On faisait beaucoup d'enfants, 10, 20, 40 au besoin, avec l'espoir que s'il y en a 10 qui meurent, eh bien, 10 autres vont survivre. Mais au jour d'aujourd'hui, la mortalité infantile a reculé partout dans le monde. Je ne veux pas vous fatiguer de chiffres. J'ai parcouru les statistiques des Nations Unies, de l'OMS et de certaines universités, particulièrement l'université d'Oxford. J'ai parcouru les statistiques de la Banque mondiale là-dessus. C'est unanime. Il y a une baisse foudroyante de la mortalité infantile. Et deuxième élément, le deuxième volet, c'est que l'espérance de vie a augmenté. L'espérance de vie a augmenté. Tout à l'heure, j'ai posé la question, quelle a été la contribution des animaux au progrès des humains? J'ai été partiellement satisfait. Il reste un point au moins qu'il faut compléter, par lequel il faut compléter, c'est que l'homme a commencé à se soigner à partir de l'observation des animaux. Quand le lion se blesse, le lion sait vers quelle feuille, quelle plante il doit aller gratter sa blessure. Et récemment, on vient de repêcher dans la jungle brésilienne, un pilote qui a craché avec son petit avion et qui est resté dans cette jungle pendant 6 mois. On l'a cherché partout, on l'a retrouvé que récemment, 6 mois après sa disparition. Et pour survivre, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'avait plus de vivre, tout s'est terminé, tout ce qu'il avait pu récupérer dans l'avion. Et il lui fallait manger, il lui fallait vivre. Eh bien, il s'est mis à observer les singes. Il ne connaissait pas les fruits qui l'entouraient dans la jungle. Mais lorsque il voyait que les singes mangeaient tel fruit, lui prenait le fruit, il mangeait. Quand les singes n'ont pas touché à un fruit, lui ne touche pas. Et c'est comme ça qu'il a vécu. Donc, l'observation des animaux nous a dès le départ orientés vers les médicaments, les feuilles qui pouvaient guérir. Et au jour d'aujourd'hui, les animaux nous servent de cobayes. Lorsque un produit nouveau doit être mis sur le marché, eh bien, les cobayes, ce sont les animaux. Et quand ça a été conséquent chez les animaux, eh bien, il y a quelques volontaires humains qui acceptent de s'essayer à ce médicament. Et quand ça marche, on lance ça sur le marché. Par conséquent, eh bien, la nature même nous a donné ce qu'il faut. L'espérance de vie aujourd'hui est montée. Plus de 85 et quelques pour les femmes et plus de 79 et quelques pour les hommes. Mais si tout ceci a été possible, c'est grâce au progrès de la science et de la technologie. J'ai parlé de pénibilité. Quand vous êtes malade, vous avez peine à vivre normalement. Et pour produire en économie politique à l'époque où les mathématiques n'avaient pas encore envahi l'économie, parce que moi j'ai voulu faire l'économie mais je n'aime pas les mathématiques et je suis devenu juriste, je ne m'en plains pas. En économie politique, on nous enseignait la pénibilité du travail. L'homme s'est d'abord attaqué à la pénibilité du travail. Le vol de feu par Prométhée, qui a volé le feu à Zeus pour donner aux hommes, il en a été puni parce qu'on ne l'avait pas autorisé à voler. Mais on l'a rétabli après, comme cela nous a été dit. Grâce au feu, l'homme a pu mieux
se battre contre les animaux dans la jungle. Grâce au feu, l'homme a fait cuire ses aliments. Grâce au feu, l'homme a commencé à fabriquer des outils. Et grâce au feu, Denis Papin a compris que la vapeur peut servir de force de travail. Et ça, ce fut le départ de l'industrialisation, de la mécanisation. Et la mécanisation a gagné l'agriculture et a gagné tous les domaines. Il y a 2 ou 3 ans, j'ai visité à 40 km de Panmunjom, en Corée du Sud, l'usine de Life is Good. Dans un très vaste domaine, tu m'invites à abréger, je vais abréger, rassure-toi. Je rentre dans l'usine, vaste domaine, vaste usine, et tout est robotisé. Pas un être humain, il y a 2 hommes en scaphandre qui ont croisé les bras et qui observaient les robots. Le robot découpe la vitre, passe à un autre robot qui prend, et d'autres robots se mettent ensemble, agence. Je suis sorti abasourdi. Ça, c'est le progrès. Et j'ai regardé l'Afrique, je dis, mais nous sommes encore loin, très loin. Si vous allez en Corée du Sud, allez visiter cette usine. Tout est robotisé. Donc, nous avons l'informatique, nous avons le numérique. Aujourd'hui, eh bien, nous sommes soulagés de beaucoup de nos peines. Vous pouvez même, pour nettoyer votre chambre, déposer un petit robot là qui passe tous les meubles, vous dépose, vous nettoie tout. Quelle merveille, dirons-nous. En guise de conclusion, parce que je coupe, j'ai dit que ces 2 mots-là, personne ne va aller contre. Tout le monde va m'approuver. Conclusion, l'homme est vivant, est humain parmi les vivants. Les vivants sont de la nature. Il y a un rapport dialectique entre la nature et l'homme. L'homme est parti pour vaincre la nature parce que je recours à ma spiritualité. Je dis, Dieu a créé la nature. Il a créé l'homme dans la nature et il lui a demandé de dominer la nature. Mais dans cette nature, ce qui a un caractère infini, mais limité. Limité, parce que la connaissance humaine est toujours limitée. Si elle est parfaite, elle est complète, l'homme va devenir Dieu et l'homme ne peut pas. Et l'homme ne finira jamais d'apprendre et de découvrir. Parce qu'il y a une dialectique. Cette dialectique, on la trouve dans les livres saints. On la trouve aussi dans le dialectique, dans le matérialisme dialectique de Karl Marx, tiré de Feuerbach, Hegel, et que Karl Marx a transformé les 2 contraires. On retrouve cela dans le livre saint des chrétiens, la Bible. Dans l'Ancien Testament, à Siracide 42, 24. Il est dit que les choses vont toujours 2 à 2, l'une cherchant à détruire l'autre. C'est une loi de la nature, une loi qui s'impose à l'homme, et c'est la raison pour laquelle je dis que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et c'est en cela que ma plaidoirie de défense rejoint et complète largement la plaidoirie du bâtonnier Christian Charère de Bournazel. Je vous remercie. Alors nous arrivons à la fin du procès. Le jury va délibérer. Le président décidera souverainement en ayant écouté évidemment les membres, mais il décidera quand même quel sera son jugement. J'invite Dr Vabray, que je n'ai pas oublié et qui est une spécialiste des coronavirus depuis 20 ans, à rejoindre le grand jury, puisque le coronavirus c'est quand même un anti-progrès, quoique ça nous a fait découvrir de nouvelles choses. Vous pouvez rejoindre le jury pour délibérer. Professeur. Donc le jury va délibérer en secret, ici sur scène, pendant environ 5 minutes. Pendant ce temps, nous allons réfléchir de façon active à comment aider le progrès.
À la fin du délibéré, je donnerai la parole aux membres du grand jury. Et pour le coup, je vous prie d'être bref et fécond. Vous aurez chacun 2 minutes de temps de parole parce que le président a un agenda serré. Donc 2-3 minutes maximum chacun, puisque le président doit s'exprimer à la fin. Et pour le coup, je n'hésiterai pas à vous sauter au cou affectueusement pour enlever les quelques paroles de vie que vous allez dire. Mais j'aimerais avant ça, pour faire écho aux plaidoiries du bâtonnier Robert Dessous et du bâtonnier Christian Charbonnazel, ce n'était pas par hasard que j'ai choisi ces 2 personnes-là. Le progrès, pour moi, c'est la diversité, c'est l'universalité. Et avoir ici un des plus grands bâtonniers de France, si ce n'est le cas, l'un des plus grands bâtonniers du continent africain, plaider l'un contre l'autre, mais au final, soutenant tous les 2 le progrès, pour moi, c'est ça l'avenir. L'avenir, c'est de voir le président de la République du Ghana, un pays admirable, venir jusqu'ici en France pour soutenir le progrès depuis la France, mais vers le monde, vers l'Afrique et vers le monde. Et le monde auquel j'aspire, c'est ce monde-là, un monde de progrès, où les peuples s'aiment, où nos âmes se fécondent avec tendresse, parfois avec contradiction, mais toujours avec générosité. Et donc j'invite les membres du grand jury à se lever, à discuter dans le secret des dieux. Vous avez 5 minutes pour nous trouver un jugement sémillant. Et donc je vous laisse discuter autour du président. Levez-vous et discutez dans le secret des dieux. Ne parlez pas trop fort parce que les Judas ne sont jamais très loin. Et donc je vous laisse délibérer. J'en profite pour... Depuis tout à l'heure, nous parlons de progrès. Mais je pense que ce qui est important, c'est qu'il faut se demander comment est-ce qu'on peut être acteur du progrès. Parmi les 1000 causes que je soutiens, la cause des femmes, la ministre ne me contredira point, est l'une des plus importantes. Plus précisément, l'éducation des femmes. Donc je soutiens une initiative qui est pour favoriser l'éducation des femmes dans le monde entier. Et je vous invite à faire preuve d'action et de générosité. Et donc, il y a une cagnotte d'une ONG qui s'appelle Aider Action qui a fondé une campagne mondiale pour l'éducation des femmes. Donc, je vous invite à scanner le QR code à l'écran et de faire preuve, puisque j'ai de nombreux amis généreux et riches dans la salle. Donc, je vous invite à aider des femmes, des filles dans le monde entier à rejoindre, à aller à l'école. Merci beaucoup. Un peu de silence dans la salle, s'il vous plaît, je vous sens distrait. Un peu de silence et un peu d'attention. Donc, je vais vous passer la parole successivement et je veux que vous soyez bref, mais fécond. Et donc, je vais d'abord passer la parole à mon ami Florent Bachelier, à qui je dis un vif merci pour avoir cru au choc des légendes il y a quelques années, alors que je n'étais rien, je ne suis toujours rien par ailleurs, et donc pour avoir eu la gentillesse de nous accueillir ici ce soir. Et c'est beau de voir que la République, encore, se soucie des gens, soutient des initiatives désintéressées par ailleurs. Et donc, Florian, merci beaucoup. Merci Pascal, merci Monsieur le Président de la République. C'est un honneur, je commence quand même, et donc peut-être 30 secondes de plus, Pascal, pour dire l'honneur qui est le nôtre de recevoir ici à l'Assemblée nationale le Président de la République du Ghana. Merci Pascal également. Je suis très sensible à la flagornerie. Et c'est pour ça que je m'entends très bien avec Pascal Gali. Je veux remercier Pascal aussi parce que j'ai joui ce soir, trop brièvement certes, mais de la fécondité exhibitionniste de Bertrand Poirier. Et pour ça, je remercie Pascal. Mais j'ai compris que j'aurais peut-être dû rester en Bretagne tout de même ce soir. Quand j'ai entendu Maître Charrière-Bournazel rappeler l'étymologie latine du thème du jour, Progressus en marche. Et là, je me suis dit, c'est un guet-apens. On est salle Victor Hugo, l'auteur du Dernier jour du condamné.
Ce serait donc le procès d'En Marche. Et l'Assemblée nationale serait ce soir la Cour de justice de la République en marche. Et là, j'ai eu un moment de doute et j'ai compris pourquoi le président de l'Assemblée était président de l'Assemblée, c'est qu'il était beaucoup plus intelligent que moi et qu'il m'avait délégué ce rôle. Et donc, j'ai tout de même écouté. Voilà, j'ai écouté des talents et je veux les remercier ce soir et partager, pour conclure, cher Pascal, avec vous 2 réflexions conclusives, pour ma part. La première, c'est, je ne sais plus si c'est Sandrine Rousseau ou Jean-Jacques Rousseau, en tout cas c'était un intellectuel, ça j'en suis sûr, qui disait le progrès a encore du progrès à faire. Et la seconde réflexion conclusive, pour ma part, je ne sais plus si c'est Pascal Galli ou Bertrand Poirier, mais en tout cas, c'était un intellectuel, ça j'en suis sûr, qui disait « Il n'est rien de plus éloquent que le silence ». Et à partir de là, il m'apparaît urgent de me taire. Voilà. Cette instruction a été très mal faite. C'est-à-dire qu'en fait, à mon avis, le progrès n'aurait jamais dû être là ce soir et que s'il devait y avoir un condamné, et s'il devait y avoir en tout cas un inculpé, ce devait être l'homme. Le progrès, c'est neutre. Le progrès, qu'est-ce que c'est? C'est une avancée faite par l'homme, faite par l'homme, mais aussi, me dit ma voisine, peut-être aussi par les virus, et par les animaux. Le progrès, c'est le mouvement. Le progrès, c'est la vie. Alors, ça peut être scientifique, ça peut être intellectuel, philosophique. La vie, ça recule, la vie, ça avance. Il y a parfois des choses trappes, parfois des bons, des progrès, n'est-ce pas? Mais derrière tout ça, il y a l'homme, il y a son éthique, il y a la manière dont il va utiliser le progrès. On peut toujours opposer, bien évidemment, les droits de l'homme de la Révolution 1789 et les meurtres de la terreur. On peut opposer le nucléaire qui nous permet de nous chauffer. Et j'habite en Normandie à côté d'une centrale nucléaire, donc je sais de quoi je parle. Mais ça peut aussi être très dangereux. Et le nucléaire, c'est Hiroshima, c'est Tchernobyl. Et on peut aussi parler des Lumières, dire que les Lumières, c'est formidable, c'était le progrès. Et puis, comme le font certains aujourd'hui, opposer aux Lumières les crimes de la Shoah. Mais fondamentalement, derrière tout ça, qu'il s'agisse de Diderot, qu'il s'agisse de Condorcet, qu'il s'agisse de Hitler, derrière tout ça, ce sont des hommes. Ce sont des gens qui, à un moment donné, ont eu la possibilité de s'exprimer, la possibilité d'agir, et qu'on a laissé faire. Alors c'était très bien quand on avait Condorcet, c'était très bien quand on a Olympe de Gouges, même si on lui a coupé la tête, c'était beaucoup moins bien quand il y a Hitler. Et je pense donc qu'aujourd'hui, ce n'est pas le progrès en soi, parce que le progrès, c'est nul, c'est neutre, c'est pas nul, excusez-moi, le lapsus est intéressant, c'est neutre. On peut dire que le verre est à moitié plein ou à moitié vide, mais fondamentalement, je pense que la question qui se pose aujourd'hui à nous tous, et je pense que vous, si vous êtes là, c'est un sujet qui vous intéresse, la question qu'on peut se poser, c'est voilà, nous sommes arrivés en 2021 à un moment où, grâce aux nouvelles technologies, nous avons fait des bonds immenses dans l'histoire de l'homme. Nous sommes aussi arrivés à un moment où, et j'en parlais à ma voisine tout à l'heure, on appuie sur un clic et à ce moment-là, on est observé, on nous prend toutes nos données. Et la question qui se pose, c'est comment nous, en tant que société, j'arrête, comment en tant que société, comment en tant qu'individu, on est capable aujourd'hui de réfléchir et d'avancer ensemble pour faire que le progrès ne devienne pas monstrueux. Alors, je laisse la place maintenant au généticien de l'Institut Pasteur, le professeur Quintana, merci. Merci beaucoup. Soyez bref et fécond, s'il vous plaît, monsieur le Très professeur. bref. Mais fécond. Oui, évidemment, donc le progrès, à moi, ça me rappelle beaucoup l'évolution, comme ça a été dit déjà. Et j'ai une conviction plus positive et plus optimiste du progrès, parce que depuis qu'on existe, depuis que l'homme est apparu sur Terre, en Afrique, il y a 200 000, 300 000 ans, on a fait preuve d'ingéniosité et de... le mot est parti, c'est pas grave. Créativité. De créativité, exactement. De créativité. Que ce soit d'un point de vue biologique ou culturel. On est sorti d'Afrique hier, d'un point de vue évolutif, il y a 60 000 ans,
tous. Et on s'est adapté à de nouveaux climats, on s'est adapté à de nouvelles ressources nutritionnelles. Grâce à des changements génétiques, on a pu continuer à boire le lait à l'âge adulte. On s'est adapté à des nouveaux pathogènes qu'on a rencontrés. On s'est même adapté à des situations extrêmes de vie, comme c'est la vie en hypoxie, en altitude, au Tibet, aux Andes et dans les hauteurs de l'Éthiopie, grâce à des mutations génétiques. Aussi, on s'est adapté à tous ces environnements grâce au métissage. Le premier grand métissage de l'histoire de l'homme, c'est comme l'homme sort d'Afrique et il se métisse avec l'homme de Néandertal. Et de ce métissage, on a pu survivre, tout en particulier, des maladies virales. Mais il ne faut pas aller il y a 40 000 ans et se métisser avec Néandertal pour savoir que le métissage qu'entre nous, c'est un facilitateur de l'adaptation. Je n'ai pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais on a beaucoup travaillé en Afrique et on a vu que le métissage entre différentes populations bantoues, ils se sont échangés des mutations qui leur ont permis de mieux résister au paludisme. Et enfin, il y a le progrès culturel. Le progrès culturel, comme tout ce qui est arrivé au début du XXe siècle, l'arrivée des antibiotiques, des vaccins, qui nous permet, de fin du XIXe siècle, que 38% de la population arrivait à l'âge de 40 ans en Europe, et aujourd'hui 98% de la population arrive à l'âge de 40 ans. Donc je pense que les faits parlent par soi-même. Il y a des erreurs, il y a des prix à payer, mais malgré tout, on vit plus et on vit mieux. Et je finis comme ça. Alors, merci beaucoup, monsieur le professeur. Je vais laisser Yvonne Betkober, la directrice générale d'Amazon Web Services Suisse, parler. Je répète une nouvelle fois, soyez bref, mais fécond. Féconde dans ce cas, hein, donc d'accord. Merci. Je commence par m'excuser à l'audience parce que, 1, je ne suis pas francophone, 2, je ne suis pas scientifique, 3, je ne suis pas avocate. Donc, cette soirée me laisse avec plus de questions que de réponses. Et l'une des questions que je me pose après ces éloquentes interventions, c'est est-ce que le progrès en lui-même n'est pas une loi de la nature ? Est-ce que le progrès n'est pas quelque chose qui nous arrive à nous tous? Et est-ce que la partie humaine de ce qu'on appelle le progrès, l'innovation, l'évolution et autres, ne sont pas des réponses pour nous pour essayer de survivre à ce mouvement naturel qui nous entoure? Maintenant, l'une des observations qui a été faite à plusieurs reprises aujourd'hui, c'est ce que l'homme a fait du progrès nous pose des questions. En même temps, il est inéluctable que notre qualité de vie, notre capacité à produire, notre existence a été améliorée par les progrès aussi bien scientifiques que technologiques. En même temps, on se pose la question de savoir est-ce que le progrès n'est pas devenu fou? Et je pense que les questionnements qu'on se pose ce soir sont assez récents. Si on regarde, on est en train de parler de 200 ans maximum, ou 300, 400 ans depuis la dernière révolution industrielle. Je suis ingénieur, donc je suis technologiste. Donc, automatiquement, je suis une optimiste quand il s'agit du progrès. Si j'avais donc une recommandation à faire ce soir, pour le progrès, qu'il soit inculpé ou pas, ce serait de lui proposer une petite cure de désintoxication, parce que je pense qu'il en a besoin. Donc, si le progrès a perdu la raison depuis 300 ou 400 ans, c'est une très petite période, alors pourquoi pas l'aider à retrouver la raison, et la responsabilité revient à l'homme. Donc, je pense que si le progrès est une loi de la nature, et si l'homme a bénéficié du progrès en forme d'innovation et d'évolution, eh bien, c'est aussi peut-être la responsabilité de l'homme et de l'humain d'aider le progrès à retrouver la raison. Merci. Merci beaucoup, Yvonne, pour ces vœux d'espérance que tu nous donnes. Sans plus tarder, Gérald Bronner, sociologue. Je vous laisse la parole, monsieur le professeur. Je vous rappelle encore une fois, soyez bref, mais fécond. Merci Pascal Galli. Donc je vais être extrêmement bref et excusez-moi donc de la formule très peu protocolaire que je vais emprunter pour, disons, inaugurer ma petite allocution. Je vais dire chers amis, simplement. Voilà, vous avez remarqué peut-être, chers collègues, que je n'ai pas tellement participé aux délibérations parce qu'en réalité, je connais bien le progrès. Et je considérais qu'en tant que jury, je méritais d'une certaine façon d'être révoqué pour cette raison, parce que j'ai bien connu le progrès et ça fait longtemps.
mais il a changé. Je me souviens de lui à la fin du 19e siècle, et même encore au début du 20e siècle, il était sûr de lui, limite arrogant. Et certains esprits malveillants disent même de lui qu'il était un peu mythomane, en fait. En effet, il promettait des voitures volantes, des villes volantes. Bon. Mais on oublie quand même qu'il a tenu beaucoup de ses promesses. C'est vrai qu'après les 2 guerres mondiales, il a été dit, il n'était plus tout à fait le même. Nagasaki, Hiroshima le hantaient. Mais il était un peu bravache encore à l'époque, il faisait comme si de rien. Et pour ceux qui ne le connaissaient pas comme moi je l'ai connu, ils ont pu croire pendant les 30 glorieuses qu'il était resté tout à fait le même. Mais déjà, sa dépression le travaillait. Il rêvait du Club de Rome, de Hans Jonas. Personne n'y prenait garde, mais il commençait à faire des cauchemars à propos de la décroissance. Et puis, les années 2000 sont arrivées, celles dont il nous parlait avec enthousiasme un siècle avant. Elles étaient si proches et si loin de ce qu'il nous avait décrit. Nous étions tous fascinés, cherchant à comprendre ce qui nous était arrivé. De cette sidération, certains ont fait une colère noire, et ont voulu mettre à mort le progrès. Pour la première fois de l'histoire, les gens pensaient que demain serait moins bien qu'aujourd'hui. Ils déclaraient que leurs enfants vivraient moins bien qu'eux. Et ces enfants paraissaient plus enragés encore contre lui. C'est carrément la terreur de l'avenir qui, d'après 75% d'entre eux, les caractérisait. Pour plus de la moitié de ces jeunes, l'humanité était déjà condamnée. Alors, comme beaucoup, je l'ai cherché. Je pensais qu'il avait totalement disparu ou qu'il était mort, comme on le disait, souvenez-vous, de Dieu le siècle dernier. Mais s'il était mort, où était son corps? Eh bien, il était partout. Mais je m'étais tellement habitué à ses bienfaits, tel un enfant gâté, que je ne le voyais plus. L'espérance de vie, il a été dit à la naissance, par exemple, a progressé vertigineusement. Oh là, j'arrivais pas à le dire. Beaucoup. Sur tous les continents. On pourrait rappeler aussi que le travail des enfants est en forte diminution puisqu'il concernait encore près de 30% des populations en 1950, alors que l'Organisation internationale du travail, aujourd'hui, le situe à 10% au niveau mondial. Et je passe beaucoup de chiffres, puisque certains ont été rappelés, mais la part de la population mondiale souffrant de sous-nutrition a été divisée par 3 depuis les années 70. Même dans certains domaines où le bon sens se plaît à croire que les temps passés étaient meilleurs, c'est presque fini, nous découvrons peu à peu, pourvu que nous fassions l'effort d'évaluer les choses par des données objectives, qu'il n'en est rien. Ainsi, la qualité de l'air que nous respirons aujourd'hui s'est beaucoup améliorée par rapport aux dernières décennies. Et de même pour la sécurité sanitaire de notre alimentation. Ce qui n'empêche pas nos contemporains de regarder leur assiette un peu avec la peur au ventre et de se dire plutôt bonne chance que bon appétit. Il est donc là, notre vieil ami, le progrès, tout près. Est-il mort ou peut-être seulement il dort? J'aime à croire que nous l'avons un peu réveillé ce soir. Reviens l'ami, nous avons encore besoin de toi. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Alors, d'un professeur à un autre professeur. Professeur Vabray, vous avez la parole. Soyez bref, mais féconde. Non, moi, je prends 9 mois pour faire un bébé. Donc, 9 mois condensés. Désolée, c'est moins rapide que vous. Effectivement. Donc moi, je suis virologue et je suis médecin et virologue et clairement, je crois qu'on m'a invitée ici pour, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, je suis très contente. Mais je me suis posé la question, qu'a fait l'accusé, même s'il n'y a pas d'accusé finalement, pendant cette pandémie qui nous a quand même bien bouleversés. Et donc, on est bien d'accord, il est très ambivalent. Il nous a permis, alors je ne serais peut-être pas aussi optimiste que mon collègue généticien, il nous a permis de le détecter, le virus, de le traquer, de le contrecarrer avec un vaccin. Il l'a fait quand même très tardivement, quand finalement on était dans l'urgence. Parce qu'avant, le progrès accompagne le caractère très invasif de l'espèce humaine qui oublie la connaissance de sa faune sauvage. Et ces virus, les virus existent depuis longtemps dans la faune sauvage et ils émergent de la faune sauvage. Il a accompagné l'homme dans son désir de longévité, que je comprends bien et que je partage, mais il a fabriqué aussi beaucoup de populations extrêmement fragiles. On en est au 4e, voire au 5e âge. Et le premier facteur de risque des infections virales,
on va dire même en dehors du coronavirus, c'est l'immunosénescence et le problème de gérer les infections virales. Il a également, je trouve, été vraiment un grand absent, puisqu'on fait aucun progrès dans la mémoire, et notamment la mémoire intergénérationnelle des grandes épidémies, qui sont les grandes oubliées de l'histoire, et la puissance des microbes. Alors, moi, je trouve qu'il y a un complice qui mériterait d'être questionné, voire d'être mis en examen, c'est le temps. Donc, moi, j'ai un cerveau qui n'est pas aussi puissant, je crois, que celui de M. Klein, et donc je vois le temps, comme tout le monde, comme une flèche linéaire, avec le passé derrière et le futur devant. J'ai quand même l'intuition que le temps, des fois, accélère, des fois, fait des détours. Et j'ai surtout, je pense, je crois pas que les virus partagent en fait l'idée qu'on se fait de notre temps. Ils sont là depuis très longtemps, ils sont anciens, ils sont présents dans tout ce qu'on appelle le vivant. Et donc on me pose toujours la question. Donc je pense qu'il faudrait quand même questionner le temps et lui demander qui il est. Et la question qu'on pose toujours à un virologue, c'est quand est-ce qu'on se débarrasse de ce virus ? Voilà, ce n'est pas un scoop, on ne s'en débarrassera pas, puisque même si, effectivement, nous sommes très plastiques, mais les virus le sont encore plus. Ils vont donc, en tout cas celui-là, se maintenir dans notre... Donc il va falloir faire un deal avec lui. Il y a quelque chose qui existe, qui est la coévolution. Elle est dite en microbiologie pacifiste. Espérons que c'est vrai. Le problème, c'est le temps que ça prend. Donc le message de ce soir, c'est faites votre 3e dose, parce que la 5e vague est là, ça commence à monter. Alors, moi, je suis virologue, je ne savais pas que tout était de la faute de M. Galli, parce qu'il est impertinent et qu'il fait des procès complètement détonnants. Et donc, peut-être qu'il va falloir faire un vaccin anti-Galli. Alors, madame le professeur, je vois ça comme un honneur. Je tiens à dire que je suis un virus résistant à tout et que nul vaccin ne saurait me vaincre. Alors, madame le ministre, je vous laisse la parole pour un mot bref, mais fécond. Mais bref. Je serai brève, mais féconde. Voilà. Et j'adorerais que vous m'appeliez madame la ministre. Madame la ministre. Voilà. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les élus, chers jurys, chers membres du jury, mesdames et messieurs, bonsoir. Alors, je vais d'abord m'adresser à nos brillants orateurs. Par vos jubilations oratoires, vous avez construit un isthme entre l'optimisme et le pessimisme. Votre joute vivifiante distingue plusieurs analyses du progrès qui nourrissent les grands mouvements au sein de nos sociétés. Il y a d'abord la critique progressiste du progrès, c'est-à-dire celle faite par ceux qui croient en lui, ceux pour qui le progrès est en soi un objet d'espoir. Ceux-là qui nous rappellent que le progrès doit être possible et pas absolument nécessaire. Il doit être compris, voulu et non pas imposé. Il y a ensuite la critique anti-progressiste, c'est-à-dire celle faite par ceux qui ne croient pas en lui. Ils le qualifient comme illusoire, trompeur. On y retrouve les fameux tenants de la vision décadentielle. Nous ne parlons évidemment pas de l'actualité, une sorte de pessimisme radical. Et il y a enfin ceux qui nient à la fois le progrès et la décadence, l'espoir et le désespoir. Dans cette tragédie, il y a une force qui naît de l'antagonisme des valeurs. Des représentations qui se succèdent, progression, régression, répétition, opposition. Et à ce titre, l'histoire n'est ni un long fleuve tranquille, ni une tornade qui déracine toute vie à son passage. Messieurs, votre joute parlait à la fois de la France, de l'Afrique et du monde. De ces mondes qui s'entremêlent en nous, ces imaginaires qui nous façonnent et qui caractérisent nos multiples identités. Enfant d'Afrique et fille de la République française, je tiens à célébrer les visages présents dans cette salle pour faire l'éloge de la langue française au-delà des pays, au-delà des cultures, au-delà des responsabilités. L'éclat des lumières sur ces visages, dans ces yeux, n'a pas manqué d'inspirer ce jury. Et s'il n'est point question de prononcer dès à présent un vainqueur, il est question de dire que notre réflexion collective fait élever la conscience. Notre langue est à la fois un ciment de notre identité, mais aussi notre ouverture au monde. Ce procès nous plonge quasi instantanément
dans notre époque. Alors que des théories fleurissent dans les débats publics français, notre identité serait opposée à l'universalisme lui-même, attaqué de toutes parts. Les mots divisent plus qu'ils ne rassemblent. Ils emprisonnent plus qu'ils ne libèrent. Ils ravivent des plaies plus qu'ils ne les suturent. Alors je rejoins Monsieur le député, parfois il est urgent de se taire ou de ne dire que le nécessaire. C'est pourquoi je veux vous remercier, cher Joseph Pascal Galli, d'avoir organisé ce colloque. Je tiens à remercier chacune et chacun pour sa présence dans les mots de Camus. Merci de contribuer à élever notre pays en élevant notre langage. Merci d'élever notre pays en élevant son langage. Nous en avons tant besoin. Faisons-le dans les murs de cette Assemblée et portons-le à l'extérieur. Célébrons cet amour de la langue et de la culture pour qu'Espérance continue de faire France. Et merci, cher Monsieur le Président, de nous signifier par votre présence que ces promesses ne peuvent s'accomplir que si elles se conjuguent avec fraternité. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci de vos vœux joyeux et féconds. Madame Héra, je vous laisse la parole pour un mot bref, mais fécond. Je crois que je serai brève. Parce que tout simplement, chaque jour où je me lève, je me dis que j'aimerais être mieux qu'hier, que je voudrais progresser. Je crois que sans cesse, on peut tous progresser. Chaque jour où je me lève, je crois que je peux rendre le monde meilleur, plus respectueux des droits humains, plus égalitaire pour les femmes et pour les hommes, plus soucieux de la richesse de la diversité. Chaque jour où je me lève, je décide de croire que le progrès est possible. Le progrès, c'est une décision. Et c'est ma décision. Merci. Merci beaucoup pour ces mots enthousiasmants. Monsieur Jean-Pierre Clamadieu, je vous laisse avoir votre mot court. Court, absolument. Mais fécond. Court, alors d'autant plus court que je ne pensais pas participer à votre délibération. Alors pourquoi? Sans doute parce que j'ai vu trop de films américains tournant autour de procès dans lesquels la première étape d'un procès, c'est d'interroger les candidats jurés pour savoir s'ils vont pouvoir siéger. Sont-ils indépendants? Arrivent-ils avec, au contraire, des idées toutes faites? Et je m'attendais à ce que ce rapide examen se termine par le mot que nous avons tous entendu dans ces films, récusé. Alors pourquoi est-ce qu'on m'aurait récusé? Tout simplement parce que je suis scientifique de formation, j'ai fait une école d'ingénieur, pas très loin d'ici d'ailleurs, et depuis ce moment-là, j'ai vu avec énormément d'enthousiasme le progrès se concrétiser dans plein de domaines différents, et je reste encore aujourd'hui fasciné quand j'ai l'occasion d'aller visiter un laboratoire, qu'il soit de physique presque théorique, je pense à ITER, ou que ce soit des laboratoires industriels dans lesquels je vois le progrès se construire. Et donc je pensais que cet enthousiasme que j'aurais manifesté dans la séance dans laquelle les avocats tentent d'interroger les candidats jurés, je pensais qu'effectivement ça m'aurait amené à être récusé, à ne pas pouvoir participer à vos délibérations. Nous sommes en France, le jury n'est pas désigné de cette manière, et donc j'ai joué mon rôle. J'ai entendu avec beaucoup d'attention les propos des uns et des autres, en particulier les propos de l'accusation, puisque bien sûr c'était cette partie-là que je voulais entendre, et vous avez été extraordinairement convaincant, émouvant pour nous montrer ce que peuvent être les limites du progrès. Et pour autant, dans nos débats, j'étais de ceux qui disaient non, je crois qu'il faut acquitter le progrès. Alors en réalité, et on aurait peut-être pu avoir un petit peu plus de temps pour discuter, mais je sais que la sagesse du président va compenser cette absence de temps. Nous nous sommes demandé qui condamner. Parce qu'effectivement, au travers de ce qui nous a été dit, on sent bien qu'il y a des gens, des concepts qui devraient faire l'objet, sinon d'une condamnation, au moins d'un appel à la prudence. Mais pour ce qui est du progrès, vraiment, je suis très convaincu, moi aussi, que c'est ce qui nous fait avancer tous les jours, c'est ce qui nous donne
de l'enthousiasme, c'est ce qui nous donne des raisons d'espérer. Et je m'en remets à la sagesse du président, non seulement de la République du Ghana, mais de notre jury pour exprimer ce qu'est la sentence. Merci, Monsieur Clamadieu. Dans votre mot, vous avez prononcé plusieurs fois le mot enthousiasme. Et enthousiasme, ça vient du grec intheos, c'est avoir Dieu en soi. Et je profite de ce mot pour vous dire l'enthousiasme que j'ai de vous recevoir, le bonheur infini de recevoir le président. Et j'aimerais dire un petit mot sur le président de la République du Ghana avant qu'il ne fasse son jugement. J'aimerais dire la joie que j'ai en tant qu'être humain, en tant qu'Africain, d'avoir le bonheur, même s'il ne vient pas de mon pays, un président pareil. Voir aujourd'hui en 2021, alors que les opportunismes les plus obscurs, les scélératesses les plus viles sont là, un président qui se déplace pour venir à un moment d'esprit, pas pour venir signer des contrats, pour venir élever l'esprit humain, aller vers le progrès. Avoir un président qui aujourd'hui, malgré les tentations du pouvoir, s'engage pour la démocratie, s'engage pour l'alternance, s'engage pour la lutte pour les droits de l'homme. Et de ce point de vue, je rejoindrai tonton Robert. Sans droits de l'homme, il n'y a pas de démocratie. Sans démocratie, il n'y a pas de vie. Alors, Monsieur le Président, donnez-moi un peu de vie. Chers collègues, mesdames et messieurs les membres du jury, il est étrange pour l'avocat que je suis de se retrouver en position d'énoncer un verdict, surtout dans un forum francophone, quand je suis un anglophone qui doit s'excuser par avance pour toute erreur qui se pourrait compromettre en français. Prononcer un verdict, c'est en quelque sorte contraire à l'essence du métier que j'ai choisi et que j'ai exercé pendant plusieurs années, même ici à Paris. J'ajoute qu'en tant que citoyenne, avocat et homme d'État, je me méfie d'une justice d'exception rendue en dehors des prétoires. L'histoire nous a appris que l'expression d'une justice sereine doit se faire dans un cadre solennel, approprié, sinon elle n'est que simulacre et prend le risque de se fouvoyer. J'ai contracté dans ma jeunesse une maladie qui ne m'a jamais quitté. Je vois qu'un de mes collègues a la même chose, le goût du cinéma. Le western abonde d'exemples de parodies de procès menés dans un salon de bar et qui condamnent un malheureux à se balancer au bout d'une corde pour une peccadille. Mais l'Assemblée nationale n'est pas une salle de bar, même si je crois savoir que c'est à la bouvette qui se décide beaucoup de choses. Elle est par excellence le lieu du débat démocratique, celui où on s'élabore et se discuter les lois au nom du peuple français, un lieu de dialogue et d'échange souvent musclé, un espace irremplaçable d'expression libre où chacun est de fait à la fois avocat lorsqu'il défend ou attaque un projet et juge lorsque, par son vote, en son âme et conscience, il exprime la volonté populaire. Et cela devrait toujours être un acte solennel. Je ne crois pas donc contrevenir à la déontologie de ma profession, ni aux idées démocratiques qui m'ont fait embrasser une carrière d'homme d'État en me tenant ici à vos côtés pour rendre le verdict de ces procès hors même. Certains
au pays de Voltaire, il est entendu qu'il y a des esprits forts pourront critiquer le fait que le président d'un jury populaire soit un chef d'État, du surcroît africain. Ils y verront un insupportable mélange des gens et surtout une atteinte à la sacro-sainte séparation des pouvoirs. Ils auront raison peut-être de dénoncer une justice d'exception. Mais l'accusé lui-même n'est-il pas exceptionnel au point qu'un titan lui-même est venu porter témoignage? Et quel titan? Prométhée, le fils du Japet, lui-même le fils du ciel et de la terre. Selon Hésiode, Prométhée fut par son imprudence responsable des maux qui accablent l'humanité, mais sorti de la boîte de la belle Pandore. Selon Échille, il faut un héros transformateur et civilisateur. On voit que le débat n'est pas nouveau. Si j'ai accepté d'être président de ce jury d'exception, c'est aussi que, somme toute, aucun erreur tragique ne peut mettre la tête du progrès sur le bio. D'abord, la peine de mort a été abolie en France. Ensuite, le progrès n'est pas de tête, c'est que certains d'ailleurs lui reprochent. Et si d'aventure, au terme dans ces quelles incarnations prométhéennes, on lui coupait une tête qu'il se serait inventée, soyons tranquilles. Il s'en fait pousser une autre. Il serait tout aussi difficile de le mettre en prison. Comment enfermer le progrès entre quatre murs? Tel Jupiter, je parle du dieu de l'Olympe, non pas du président de la République française, qui à ma connaissance n'est pas encore doté de ce pouvoir. Tel Jupiter donc, il prendrait une forme gazeuse pour s'échapper après avoir, au passage, procréé une ribambelle d'enfants qui sera à la charge de la nation. En ces temps de contraintes budgétaires, ce n'est pas souhaitable. Notre jury a donc délibéré du sort qu'il convient de réserver aux prévenus. Vous avez écouté avec l'attention qu'il convient les plaidoiries en accusation et en défense aussi que les témoins. Deux savants distingués et connus chacun pour l'étendue de leur savoir et l'ardeur qu'ils mettent à les partager avec le plus grand nombre, nous ont fait part de leur interrogation, fidèles en cela à ce qui doit être des hommes de science. Non pas des hommes de certitude, mais des hommes de questionnement et de doutes fondateurs. Prométhée lui-même est venu témoigner sans craindre que M. Pic ne réduise à néant ses prétentions d'avoir créé lui-même l'homme à partir de glaise. Dérive du progrès, tout a été dit, ou presque dans le réquisitoire implacable de Maître Charrier-Bournazel. Nous connaissons les risques éthiques et même ontologiques que certaines formes de progrès font courir à l'humanité. Les atteintes à l'environnement qui détériorent la vie de certains des millions de nos concitoyens. Le gouffre qui peut s'installer entre une classe dirigeante ultra-connectée et ayant accès aux connaissances, notamment technologiques, et des citoyens déclassés qui pourraient former et parfois forment déjà un nouveau loupon prolétariat. Mon confrère et presque voisin, Robert Dussou, a répondu à chacune de ces attaques avant de faire sans doute soufflé par Prométhée lui-même. Il a rappelé combien le progrès avait apporté à l'humanité
et combien elle pouvait encore lui apporter. C'est particulièrement vrai que sur le continent africain, où il a permis de sortir, au cours des dernières décennies, des dizaines de millions de nos concitoyens d'une misère abjecte. Dans un esprit de conciliation, qui n'est pas un esprit de reddition, je vais donc énoncer un verdict unique, comme l'est l'accusé. Un acquittement au bénéfice du doute, mais assorti d'une peine. Nous mesurons qu'être acquitté et condamné dans un même mouvement n'est pas très orthodoxe, mais le progrès est agnostique. Pour tout ce que le progrès a apporté au développement humain, pour tout ce qu'il peut encore apporter, nous l'acquittons. Pour les dangers qu'il fait courir à l'humanité, pour son manque parfois d'humilité, nous le condamnons à des travaux d'intérêt général, sans limite dans le temps. Prométhée, ami du progrès, étant devenu immortel à la mort du Santo Chiron, qui lui légua son immortalité, gageant qu'ensemble, il serait utilement tuer le temps, comme on dit ici. Car plus que jamais, nous avons besoin du progrès. Il est intrinsèquement lié à l'Odyssée de l'espace démarrée en Afrique il y a 10 millions d'années. Pour nous, Africains, le progrès lui-même n'est pas sujet à débat. Seules les modalités de son exercice peuvent l'être. Après des siècles d'oppression et d'humiliation, après les turbulences des indépendances et de la guerre froide, le temps de développement de l'Afrique est vraiment venu. Celle-ci ne pourra advenir que si les Africains, tous les Africains, ont accès à une éducation, une santé et des services de qualité qui leur permettent de forger leur propre destin, qui leur permettent aussi d'exercer pleinement les droits et devoirs des citoyens. Le progrès en est l'instrument. Pour moi, pour mes concitoyens ghanéens, pour l'Afrique et pour le monde, le progrès est en fait un autre nom pour l'espoir et la liberté. Je laisserai le mot de la fin à un auteur qui incarne au mieux cet esprit français auquel je suis tant attaché, Rabelais. Tout écolier français apprenait, et j'espère apprend encore, que science sans conscience n'est que de ruines de l'âme. En 2022, vous fêterez, j'espère dignement, le 490e anniversaire de la publication de Pantagruel, d'où cette extra citation. Rabelais était le penseur d'une condition humaine, modeste et conscient de sa finitude, conscient de ses faiblesses. Son œuvre est une invitation à la sagesse, sans laquelle le progrès est vain. Espérons que le verdict que nous rendons aujourd'hui lui permettra à celui-ci de se mettre une fois pour toutes et sans équivoque au service de l'humanité et d'un idéal de justice, de partage et d'espoir qui doit être notre seul horizon. Je vous remercie beaucoup. Merci.
Alors, je profite de ce que les orateurs et le président soient à côté. Nous allons maintenant décerner les prix de la soirée. Et les prix de la soirée, pour ceux qui ne sont jamais venus à cet événement est un événement d'amour, où nous prêchons l'amour. Et donc, ce sont des gens que j'aime, que j'invite, des gens qui font partie de ma famille. Donc, peut-être certains auront le bonheur, ou plutôt l'honneur, de rejoindre ma famille ce soir encore, s'ils s'en montrent dignes. Mais donc, je décore des gens que j'aime, des gens qui, comme le président l'a dit, font preuve de sagesse, font preuve d'humilité, font preuve de générosité. Donc, j'aimerais appeler à mes côtés tonton Georges. Viens. Florian Bachelier. Madame la ministre. Donc chacun de vous va remettre un prix. Ah non, c'est tout le charme. Donc chaque personne va remettre un prix aux différents orateurs. Je remercie d'ailleurs mon cousin Christopher Forcados qui m'a aidé dans cette aventure si laborieuse. Parce qu'il faut imaginer que c'est un événement que j'organise tout seul. Aussi incroyable que ça puisse paraître, c'est vrai. Et donc, pour vous dire qu'aucun virus ne saurait me vaincre, parce que ça fait 1 an et demi que j'organise cet événement, avec l'aide des services de la Questure, mais que j'organise tout seul. Et donc, imaginez tout le travail, tout l'amour, toute l'abnégation qu'il y a derrière. Mais c'est si beau et si honoré de voir cela. Donc, mon cher cousin, peux-tu me donner les prix? Ça, c'est pour... Ça, alors, c'est quoi? Comment tu sais? Hop. Tu gardes celui du président après. Ouf. Oui. Alors, nous allons commencer par Prométhée. Le président aussi, bien sûr, aura un prix. Nous allons commencer par Prométhée. Donc, Prométhée, puisque nous sommes dans... Prométhée, où est-ce qu'il est, Prométhée? Approche-toi, lève-toi, embrasse-toi. Prométhée, puisque nous sommes à l'Assemblée nationale, je te fais décorer par Florent Bachelier. Et donc Bertrand Perrier, le prix de... C'est le prix du feu de Prométhée. Pour le bâtonnier Robert Dossou, j'ai pris une personne d'un âge mûr. Tu as toujours tes cheveux, il ne les a plus, mais le cœur y est. Donc, l'ancien président de la Sorbonne, un homme extraordinaire, tonton Georges, s'il te plaît. Donc, il faut lire le prix devant le public. Non, non, derrière, de l'autre côté. Oui. Donne-moi le sou du président. Alors, mon cher oncle Christian, puisque tu es de mieux ce qu'il y a dans la République, alors c'est la République qui doit t'honorer. Et je le pense vraiment. Madame la ministre, s'il vous plaît. Non, j'ai pas vu. Papa. Alors, et pour le président du Ghana, j'ai voulu donner une touche de famille, une touche d'amour et d'admiration. Parce que je vous admire et mon goût pour les droits de l'homme, mon goût pour l'avocature est d'abord venu de mon père qui s'est tant battu pour le Togo, pour l'Afrique. Papa, s'il te plaît, viens. Monsieur le Président, je vais quand même dire 2 mots. Pascal, nous sommes très fiers de toi. Ta maman et moi, tes frères et sœurs et tous les membres de la famille qui sont là, nous sommes vraiment fiers de toi. Très fiers. Il y a 4 ans, je disais ceci en citant un auteur français que tout le monde connaît. Les moissons de nos champs lasseront les faucilles et les fruits porteront
la promesse des fleurs. C'est vraiment ça que tu incarnes, c'est une fierté. Parce que tu organises ça tout seul, y compris sur le plan financier. Tout ça, c'est pour honorer la pensée. Merci beaucoup. Tu nous fais un grand honneur pour notre pays, pour notre famille, pour notre pays, pour le Togo. Merci, Monsieur le Président et chers confrères, d'avoir fait cet effort extraordinaire de venir rester parmi nous. J'ai été extrêmement sensible. Mon épouse et moi, toute la nuit, on disait, mais elle est vraiment terrible, ce président. Alors, avant de vous remettre le prix, je vais dire quand même, saluer un ami, un vieil ami qui est là dans la salle, puisque nous célébrons la pensée, Jean-Baptiste Plaka. Jean-Baptiste Plaka qui, tous les samedis matins sur RFI, nous fait grâce de ses éditoriaux généreux. Merci Jean-Baptiste pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup. Au nom de mon fils, je vous remets le prix. C'est un cube taillé en ébène du Togo, en teck du Togo. C'est en teck ou en ébène? C'est de l'ébène, c'est de l'ébène. Et c'est le plus gros. C'est le plus gros parce que c'est le président. Voilà. Et le cube, c'est le symbole du progrès, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Merci, président. Merci de tout cœur. Alors, c'est le prix de l'humanité engagée. Parce que le président du Ghana fait partie des rares présidents africains dont nous pouvons être fiers. Hein? Très fiers. Bon, merci à tous. Le président va maintenant poursuivre avec son protocole. Donc, s'il vous plaît, le protocole, mettez-vous en place. Le président va sortir les prochaines minutes.